Tama participe à une cérémonie d'éveil avec ses camarades de classe devant le commandant du Nord, Mandu Izumi, le même homme qui a enseigné et créé le plus puissant des éveillés et la lumière de l'humanité. Pour aider ses enfants à éveiller leur potentiel, il invoque un monolithe d'éveil. Plusieurs étudiants ont essayé mais n'ont eu aucune chance de s'éveiller. Ironiquement, la plus grosse brute détestable parmi eux a fini par s'éveiller. Notre gars l'a poussé sans ménagement et a interagi avec la pierre avec une détermination féroce. C'est à ce moment-là que le commandant du Nord lui-même a vu un véritable dieu de la destruction représentant l'esprit du garçon. Le monolithe fait éclore un énorme lotus bleu, tandis que Tama acquiert une compétence cachée appelée Overmimzi, lui permettant de s'adapter à la compétence de n'importe quel adversaire et d'en créer une pour la contrer, lui donnant en gros des pouvoirs surpuissants de Maharaga. Le gros n'a pas supporté la jalousie et a essayé d'attaquer notre gars. Dans un éclair soudain, cet homme apparaît derrière le cul du gros comme si son loyer était en retard et le paralyse de peur, le faisant chier dans son froc et s'écrouler au sol. Avec une analyse complète, Tama obtient l'onde de foudre comme compétence de contre, l'amenant dans un mini-domaine de lotus à chaque fois qu'il termine son adaptation. Il est acclamé comme un véritable monstre qui vient d'acquérir une compétence surpuissante, mais contre toute attente, un monolithe géant tombe du ciel et s'écrase sur l'institut. Même avec le commandant du Nord ici, ça va être un problème. La chute du monolithe implique l'arrivée d'une puissante bête de calamité, alors naturellement tout le monde s'enfuit. Mais notre gars est littéralement trop en colère pour en avoir quelque chose à foutre. Il se dresse pour s'occuper de la menace tout seul. Il se sent même chanceux que son premier ennemi en tant qu'éveillé soit le même type de créature responsable de la mort de sa mère, donc c'est un jour vraiment heureux pour lui. Gardez à l'esprit qu'il dit toutes ces conneries à un soldat squelette badass qui est littéralement en feu. Ayant acquis ses nouveaux pouvoirs, notre gars se demande s'il devrait les tester tout de suite. Utilisant l'onde de foudre, il fonce à la vitesse de l'éclair, affrontant le soldat squelette. Le monstre lance son attaque, mais grâce à la vitesse incroyable de Tama, il est capable non seulement de l'esquiver, mais aussi de marteler le monstre gigantesque d'un coup de poing féroce, refusant d'être méprisé et de laisser quiconque d'autre mourir aux mains de ces créatures. Ce seul et unique coup met cette chose à terre, s'attirant la surprise et l'attention de tous ses camarades de classe. Ils sont stupéfaits par la force écrasante de Tama et se demandent s'il est même encore nécessaire de s'enfuir. Le même novice qui n'était rien il y a quelques instants avait soudainement la capacité d'anéantir une bête de calamité de niveau 8 à travers un bâtiment. La réaction du superviseur est la même, car le niveau 0 de Tama dépasse de loin la force d'un éveillé ordinaire de niveau 0. Pourtant, même à son niveau, battre un soldat squelette devrait être impossible car la créature possède deux puissantes capacités. Premièrement, il a une défense énorme, et la seconde se déclenche maintenant, quelque chose appelé brasier, un mur de flammes bleues incandescentes qui éviscère tout ce qui entre en contact avec lui. Les amis de notre gars sont inquiets tandis que le grincheux au visage de Big Mac célèbre avec enthousiasme sa mort. Cela semble être la fin, mais ce n'est en réalité que le début. Vous avez compris? S'inspirant de Kakashi le ninja copieur, Tama analyse la capacité dans un coin de sa tête. Il remarque également à ce moment que son taux d'analyse augmente continuellement au moment où il est frappé par l'attaque d'un ennemi. L'instructrice Lapin des Neiges n'en croit pas ses yeux en ce moment, car même un éveillé de niveau 10 ne devrait pas pouvoir encaisser l'attaque brasier du soldat squelette. En fait, la peau du corps de notre gars est littéralement en train de brûler. On peut voir les côtes de cet homme alors que son corps se consume pendant qu'il farme de l'XP sans en avoir rien à foutre de la situation. Tout ce qu'il voit, c'est l'image de sa mère bien-aimée qui a subi les mêmes flammes impitoyables. Et à ce moment, le superviseur réalise que ce type n'a même pas encore utilisé toute sa puissance. L'éveillé de génie est là, ressemblant à Gus de Breaking Bad à la fin de sa vie, et menace de tuer le soldat squelette à la seconde où son analyse sera terminée. Je ne vais même pas essayer d'édulcorer à quel point cette scène est putain de métal. Ses camarades de classe se sentent mal de l'avoir toujours sous-estimé. Certains d'entre eux remarquent le lotus bleu surgir une fois de plus, indiquant que l'éveillé est sur le point de réaliser un miracle. Le corps se consumant, Tama active la nouvelle compétence et apprend le mur de glace noire, qui peut générer de la glace à la surface de n'importe quel corps pour dévier les attaques basées sur le feu. En même temps qu'il obtient cette compétence, le système le guérit complètement, l'empêchant de se consumer dans les flammes de El Amaterasu de Itachi. Tama comprend qu'il ne pouvait pas vaincre le soldat en une seule attaque, mais maintenant qu'il a de nouveau augmenté ses stats, théoriquement, il devrait en être capable. Les magnifiques pétales du lotus engloutissent son corps, le restaurant complètement pendant que ses camarades de classe l'acclament, incapables de croire comment cet homme se déplace comme Gojo dans le sanctuaire malveillant de Sukuna pour guérir ses blessures. La prof est éblouie par l'utilisation de sa capacité de guérison alors que le gamin venait littéralement d'utiliser aussi une attaque de foudre. Une chose reste claire, cet homme est fait d'une autre trempe. C'est un éveillé exceptionnel. Son processus d'auto-guérison les amène à se demander s'il peut régénérer des parties de son corps comme son cerveau ou autre chose. Bien que ce soit une question intéressante, pour l'instant, le soldat squelette est furieux et envoie une autre vague de flammes bleues contre lui. Cette fois, cependant, notre gars couvre son corps d'une épaisse couche de glace métallique. Même les flammes bleues incandescentes ne sont pas capables de faire fondre cette armure de glace, ce qui signifie qu'il y est maintenant complètement immunisé. Traversant les flammes, cet homme fonce comme un dieu de la destruction lui-même,
esquivant le large coup du soldat et utilisant cette même armure de glace pour générer une énorme épée s'étendant de son bras. Le mec a l'air d'un boss de fin, et ce n'est que le début de l'histoire pour l'instant. Utilisant cette épée de la taille d'un immeuble, Tamba tranche le monstre squelette d'un coup net et précis, choquant les spectateurs. Ils sont à court de mots face à sa vitesse et sa force. Ses mouvements sont impossibles à percevoir à l'œil nu. L'armure de Tamba se désagrège alors que le combat touche à sa fin, et il se vante d'avoir obtenu la compétence ultime d'attaque et de défense. Ses amis l'appellent après le combat, et Rookie vient le serrer dans ses bras. Sayo n'est apparemment pas venu le voir et s'est enfui après s'être inquiété pour lui. Tamba se demande s'il l'a mise en colère, tandis que l'instructrice et le superviseur sont tous deux sous le choc. Un simple garçon éveillé a vaincu une bête de calamité si puissante que même un éveillé de niveau 100 n'aurait pas pu la vaincre. On dit à Showa de nettoyer les dégâts et de laisser un message au directeur, indiquant que l'éveillé de génie vient avec eux. Le meilleur ami de Tamba le couvre d'éloges pour avoir ressemblé à un dieu pendant le combat, tandis que le superviseur s'approche pour discuter personnellement avec lui. Le reste des camarades de classe sursautèrent tous, sachant que Izumi Mandu pourrait essayer de faire de ce gars son élève. Gardez à l'esprit que cet homme a également formé le plus puissant éveillé qui existe, Jintewa, donc il a aussi des standards élevés. L'ami du gars s'éclipse pour leur laisser de l'espace, tandis que le commandant du Nord félicite le garçon pour son talent spécial. Tamba ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais apparemment, Mandu a remarqué la haine pure et la colère enracinée dans son cœur. Il est curieux de savoir ce qui l'a rendu si rancunier. L'histoire larmoyante commence alors que Tamba raconte la perte tragique de ses parents. Il y a 10 ans, il était à quelques secondes de se faire tuer par un monstre squelette quand un éveillé l'a soudainement sauvé. Malheureusement, il a vu sa mère se consumer sous ses yeux alors que les flammes du brasier dévoraient sa chair. Elle a dit à son fils de poursuivre son chemin avec conviction. À partir de ce moment, le garçon a développé une haine et a gardé cette haine pour les bêtes de calamité. Il voulait les massacrer, assurant la chute du démon de la ruine et du reste de son espèce. Cette même haine refait surface même maintenant alors que Tamba pleure, un détail intéressant que Mandu remarque. Étrangement, son œil gauche a cessé de produire des larmes, mais son œil droit le fait tout seul. C'est quelque chose qui est arrivé aussi après la perte de sa mère. Après avoir écouté cette histoire larmoyante à la Talk no Jutsu, Mandu fait une offre à notre gars, désirant le prendre comme élève et le placer dans la Ligue supérieure pour qu'il puisse tuer les monstres. La Ligue des Sauveurs est une organisation créée dans le but même de combattre et de massacrer les bêtes de calamité, composée des plus puissants éveillés du monde. C'est un peu comme une armée de gens bizarres faite pour tuer des monstres. Chacun de ses membres est appelé un sauveur. Ces personnes reçoivent des ressources, des armes et des opportunités d'entraînement appropriées pour obtenir des récompenses. Tout comme un travail, même un sauveur stagiaire gagne 10 000 pièces d'or chaque mois. Et avec l'économie actuelle, je travaillerai même pour 200. C'est une somme généreuse, et tous ces privilèges viennent avec une certaine attente. Les sauveurs sont tenus de combattre les bêtes de calamité chaque fois qu'on les appelle. Ils sont en première ligne pour défendre le monde contre elles. En toute honnêteté, Tamba se fiche de la récompense. Tout ce qui l'intéresse, c'est de tuer ces monstres pour l'amour du jeu. Le gars veut devenir le Doomslayer à ce stade. Quoi qu'il en soit, il accepte l'offre de devenir un sauveur et apprend que chaque février, la Ligue organise un examen avec 10 000 participants. Les points sont attribués au mérite, mais seuls les 100 meilleurs candidats sont autorisés à devenir des sauveurs. Cela rend notre gars curieux de connaître le score le plus élevé jamais obtenu. Mando se souvient que le meilleur score est de 115 000 points, réalisé par Jintewa, le plus fort des guerriers. Depuis 11 ans, personne n'a pu l'égaler, et obtenir ne serait-ce que 50% de ces points peut garantir la première place à l'examen. Tamba vénère ce type pour être la lumière de l'humanité et un monstre absolu à la disposition de l'humanité, mais Mandu l'assure que comparer son talent à celui de Jintewa est imprudent, car il est dans une toute autre ligue. Cependant, notre gars a l'ego des Hisagi de Blue Lock et a l'intention de pulvériser ce record, surprenant Mandu par ses paroles. Cela lui rappelle sa conversation avec Tiwajan, son élève, qui avait exprimé qu'un jour, un humain viendrait surpasser son talent. Il semble que le nouveau fils soit enfin arrivé pour remplacer l'ancien. Ce genre de potentiel repose dans le garçon devant lui. Dans la scène suivante, il se retrouve au monument de pierre, ce responsable de la création de passage entre les deux mondes. Tuer des monstres ne suffit pas. Il faut aussi se débarrasser des monuments, sinon ils continueront d'apparaître. Le bâtiment devant eux est construit spécifiquement pour isoler de tels monuments, les préservant mais s'assurant aussi que les bêtes calamiteuses ne s'échappent pas. Ils peuvent servir de test pour les nouveaux sauveurs à des fins d'entraînement, ce qui en fait un centre d'entraînement. Dans les termes de la Ligue, cela s'appelle une scène, et les monstres à l'intérieur sont également considérés comme incontrôlables. C'est aussi pourquoi les débutants se font massacrer lorsqu'ils entrent dans ces monuments ou terrains d'entraînement, ce qui lui a valu le titre de cimetière des débutants. Jintewa, à ses débuts, a terminé la scène en 3 minutes, établissant un record, donc Mandu espère que notre garçon réussira le même test en un peu moins de 3 minutes. Ce n'est qu'alors que Mandu le considérera officiellement comme son élève. Dans la scène suivante, Mandu se promène avec sa nouvelle recrue dont tout le monde parle. Les gens commencent à comparer ce type à la légende du plus fort guerrier, incapable de comprendre le fait qu'il marche côte à côte avec Mandu lui-même. Pendant qu'il se pose toutes sortes de questions, notre garçon regarde le niveau de désastre.
C'est 10 pour cette scène, 2 niveaux de plus que le soldat squelette, ce qui l'amène à se demander à quel genre de monstre il a affaire. Vu le choc sur les visages des gens, Tama se demande curieusement pourquoi tout le monde ici semble être un novice n'ayant jamais mis les pieds sur la scène. S'adressant à la réceptionniste, il demande à entrer sur la scène. Elle le guide et lui demande des informations sur son groupe, mais notre garçon déclare qu'il est le seul. Un moment de silence s'ensuit. La réceptionniste y voit une forme de manque de respect et pense que ce type la drague. Le frère a atterri très vite en territoire anti-charme et a perdu la bombe. Tama n'a aucune idée de ce qui se passe. Même les spectateurs se moquent de lui parce qu'il essaie de faire le malin avec son ego. Pour clarifier, il explique à nouveau ses intentions, déclarant qu'il ne veut pas la draguer. Il veut juste relever le défi de la scène. Encore une fois, cette réceptionniste se prend pour la reine et pense qu'il essaie juste de se sauver de l'embarras. Elle est même prête à lui donner son numéro juste pour empêcher cet idiot d'en faire trop. Vraiment provoqué, cet homme la menace en disant qu'il ne se répétera pas une 3e fois. Il n'est pas intéressé par une réceptionniste bas de gamme. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa mission sur la scène. Terrifiée par ces paroles, elle accepte sa demande, soulignant que sa mort sera de sa propre responsabilité. Tama saisit le bracelet et l'enroule autour de son bras, frustré d'avoir eu à faire face à cette rencontre ennuyeuse. Le reste des mecs soumis autour de lui pensent qu'il est idiot de ne pas avoir pris le numéro de la fille et de jouer au dur. Le truc, c'est que tout débutant qui défie la scène de niveau 10 cherche essentiellement à se faire déchirer par les monstres. C'est à ce point que le fossé est désespérant. La plupart de ses détracteurs racontent de la merde, mais certains sont curieux du don de Tama et de la façon dont il l'utilisera pour prendre l'avantage. Le problème, c'est que malgré son don, son niveau est toujours de 0. Donc à leurs yeux, il est comme mort. Se concentrant sur la tâche à accomplir, Tama scannait le bracelet avec ses informations d'identification, obtenant l'accès à l'autre côté. Une fois les formalités administratives ennuyeuses terminées, il s'étire pour se préparer à en découdre. Le chronomètre se déclenche, tout comme son compte à rebours pour terminer la scène en 3 minutes. Cet homme s'élance monstrueusement en avant, réalisant que cet endroit est gigantesque même s'il s'agit d'une scène artificielle. Pour sa toute première rencontre avec un monstre, il tombe sur un Kodama de niveau 4, un chien à l'allure vraiment dégueulasse si vous voulez mon avis. Le mec massacre cette chose d'un seul coup d'épée. Vous vous souvenez de ses pouvoirs de métamorphose de glace? Il peut facilement manifester une hache de combat et des armes pour chaque situation. Avec l'un des Kodama tranchés, le reste des troncs d'arbres affamés arrive, ressemblant à une version horrible de Pokémon. Dehors, AGA s'oppose fermement à cette épreuve imposée par son père. Il y avait plusieurs autres scènes que les débutants auraient pu affronter, et pourtant il a envoyé Tama sur la plus difficile en premier. La réalité, c'est qu'il veut voir Tama surpasser Jin à terme, alors il compare leurs 2 résultats. Même AGA pense qu'il est impossible de surpasser le guerrier ultime car ses limites dépassent le domaine de l'humanité, mais son père est curieux de savoir si elle est d'accord avec cette opinion. Pour elle, Jin semblait accessible et gentil au début, mais ensuite elle a vu cet homme tuer une bête calamiteuse de niveau 97 comme si de rien n'était. Elle a croisé son regard froid et calculateur, celui d'un dieu. C'est comme si cet homme avait majestueusement surpassé la race humaine et était devenu lui-même une divinité. Bien que cela soit vrai, Mandu soutient que le même potentiel se voit chez des gens comme Tama, mais qu'il faudra du temps pour l'élever à ce niveau. Jin est un dieu qui est le sauveur de l'humanité, mais Tama ressemble à un démon englouti par sa propre haine, faisant de 2 des forces complètement opposées. De retour sur la scène, notre garçon a anéanti le groupe de Kodama avec aisance. Malheureusement, sa capacité de surmimétisme ne considère même pas ces créatures faibles comme quelque chose à analyser. Soudain, le mec vit un moment il est juste derrière moi, n'est-ce pas, et riposte instantanément d'un coup d'épée. Étonnamment, il a été facile de tuer celui-là aussi. Tama commence à se demander si ces créatures de niveau de désastre 10 sont toutes faibles, mais ça ne peut pas être vrai, sinon cette scène n'aurait pas été considérée comme un cimetière de débutants. Il doit y avoir quelque chose qu'il ignore, et il a parfaitement raison. Le système détecte une compétence de rang B appelée auto-régénération, lançant le cycle d'analyse. Notre garçon ne s'y attendait pas alors que la même créature qu'il a abattue se relève comme un colosse, submergeant notre garçon de lianes terrestres. Même après avoir été abattu, la créature cesse de régénérer de cette blessure. Ce n'est pas surprenant que ce monstre soit difficile à tuer, avec une force colossale de niveau 10. Activant le mur de glace noire, Tama libère des pics acérés et en recouvre ses 2 bras. Son but est d'infliger tellement de dégâts à la créature qu'elle soit incapable de se régénérer. Alors qu'il la tranche sans relâche avec ses 2 épées, il traite également le cycle d'analyse dans son esprit. Un coup puissant tranche même la tête de la créature en 2, mais ce n'est pas non plus suffisant pour la tuer. Tama éprouve une joie suprême à l'abattre. C'est lui le monstre ici, celui qui veut le déchiqueter pour qu'il ne puisse même pas se régénérer. Cet homme finit par infliger tellement de coupures au monstre qu'on croirait qu'il a subi l'expansion du domaine de Tsukuna. Le monstre explose en 1000 morceaux, concluant le combat, ce qui est une bonne chose car Tama est déjà à court de mana à force d'utiliser sa compétence de glace noire. Mais coup de théâtre, cette chose finit quand même par se régénérer complètement même à partir de minuscules morceaux, s'inspirant de Perfect Cell. Frustré, Tama évite chaque coup, choqué d'avoir affaire à un monstre tenace. La bonne chose,
c'est qu'à chaque fois que cette créature se régénère, sa vitesse d'analyse se multiplie davantage. Mais le combat commence à le submerger au point qu'il économise son mana en utilisant plus du tout la glace noire. La stratégie la plus intelligente ici est d'utiliser la vitesse et d'attendre que l'analyse soit complète, mais le pire, c'est qu'il manque aussi de temps. Se disant merde, on y va, il active l'onde de tonnerre avec le mur de glace noire pour tenter une dernière attaque. Tama tranche les lianes de la créature, la forçant à se régénérer plusieurs fois pour accélérer son processus d'analyse. Parce que s'il est à court de mana, il sera tué sur le coup. D'un autre côté, si c'est son niveau, alors mourir ne le dérange pas, car il ne serait qu'un imposteur de merde. Rassemblant ses forces pour un dernier coup, Tama déchaîne sa fureur pour tenter de trancher la tête de la créature. Malheureusement, la partie est terminée. Son mana est épuisé, et à la seconde où c'est arrivé, il s'est retrouvé avec plus de trous dans le corps qu'une tranche de gruyère. C'est sa dernière chance alors que le processus de mimétisme touche à sa fin. C'est la seule chose de son arsenal qui ne nécessite pas de mana. Au moment où il s'achève, le lotus bleu apparaît à nouveau, acquérant l'explosion de lotus de l'auto-régénération. Le monstre fait de son mieux pour essayer de le trancher à nouveau, mais l'effet d'explosion de lotus s'active, faisant détonner tout le mana environnant en une destruction explosive. Conformément à l'achèvement du mimétisme, toutes les blessures qui ont touché Tama finissent par être auto-guéries. Le monstre regarde, choqué, et au moment où notre garçon frappe dans ses mains, le lotus déchaîne littéralement l'enfer. La destruction incinère tout dans la zone environnante, réduisant la créature en cendres. À la fin, Tama apparaît blessé par l'explosion de son attaque. C'était son dernier atout dans le combat. D'ailleurs, il a déclenché autant de destruction en dépensant seulement un tiers de son mana après l'avoir récupéré via le mimétisme. Il n'aura plus aucune difficulté à détruire les monstres de base. De plus, il est confirmé que la compétence de mimétisme a des propriétés de régénération de mana et de santé. Un seul fragment reste alors que la situation dans le monde extérieur est chaotique. La réceptionniste s'inquiète pour le débutant qui est entré et les supplie d'appeler une équipe de secours. Même AGA ne s'attendait pas à ce que notre garçon finisse par perdre contre un monstre de niveau 10. Le plus gros problème est de finir le niveau en moins de 2 minutes. Soudain, l'écran du niveau révèle qu'un nouveau record a été établi, déjouant toutes les attentes. Le record vieux de 11 ans a été battu par Itsuki Tama, qu'il a littéralement terminé en 2 minutes et 14 secondes. Quand il sort du niveau, cet homme a l'air de revenir de la guerre. Tous ses détracteurs sont maintenant devenus ses fans car l'outsider a pulvérisé le record de Jin avec une minute entière d'avance. Notre gars s'approche de Mandu, demandant s'il a maintenant mérité son mentorat. L'homme est sincèrement impressionné, faisant l'éloge de son nouveau disciple. C'est l'une des rares fois où AGA a vu son père sourire comme ça. Les spectateurs pensent que c'est grâce à Izumi que son élève a pu battre le record de Jin, mais ce n'est pas du tout le cas. La réceptionniste s'approche, très embarrassée par son comportement précédent. Elle lui offre un cadeau pour avoir établi un nouveau record, ce à quoi notre gars ne s'attendait pas. Il ne lui en veut même pas de s'être énervé contre un débutant imprudent défiant un niveau supérieur. Cette fois, les paroles du frérot réussissent à la réconforter, la faisant rougir. AGA, de son côté, taquine notre gars, lui rappelant de ne pas prendre la grosse tête juste parce qu'il est devenu l'élève de son père. Mandu pense que le niveau est trop facile pour un talent comme le sien, il est donc temps d'augmenter la difficulté. Il pense que le niveau qui lui convient est le niveau avancé. Note importante, les niveaux n'indiquent pas seulement le niveau de menace d'une bête de calamité. Le facteur le plus critique est en fait leur espèce, car certaines manquent d'intelligence tandis que d'autres sont plus intelligentes que les humains. Ces monstres sont bien plus difficiles à affronter que les bêtes de calamité ordinaires. Avec le recul, les éveillés et les bêtes de calamité fonctionnent de la même manière. Les humains ont différentes classes indiquant leur force, tandis que les monstres ont des espèces qui les différencient. Les niveaux avancés abritent des monstres plus intelligents. Les vaincre, même au même niveau, est énormément plus difficile par rapport à un monstre moyen. La prochaine destination de Tama est le district 4 du continent Nord, et il commence à réaliser que tout ce temps, il n'a vaincu que des créatures merdiques manquant même de l'intelligence de base pour le déjouer. Sachant que les espèces intelligentes peuvent ressentir la douleur, Tama est extatique et totalement prêt à torturer de tels monstres. Le frérot dégage même son aura terrifiante, venant de se trouver de nouvelles victimes. La réaction de la foule est écrasante, les gens ne peuvent s'arrêter de parler du record de Jin, vieux de 11 ans, brisé par un nouvel outsider. Pourtant, les niveaux avancés sont difficiles, et ceux du district 4 sont entièrement dominés par un seul homme. De nombreux éveillés sont entrés pour défier les niveaux avancés et ont fini par disparaître. La rumeur dit qu'il y a un assassin secret. Un idiot lâche le nom de Reiji Kinoshita pendant qu'un autre essaie de l'empêcher de se faire tuer pour avoir dit de la merde. On découvre que Reiji est le fils du chef du district 4, et ce fils à papa népotique adore être servi. Tous les niveaux du district 4 lui appartiennent, et attendre, c'est pour les débutants merdiques. En ouvrant le coffre, il découvre une pierre similaire à celle qu'il a trouvée dans le niveau. Mandu est surpris qu'il en ait trouvé une, car c'est arrivé juste après avoir tué la bête de calamité. Il y a une différence essentielle entre les deux pierres. L'une est verte, ce qui stupéfie sincèrement AGA car elle est considérée comme de qualité intermédiaire. Tama veut savoir ce qu'est réellement une pierre de karma et apprend que c'est en gros considéré comme une pierre d'expérience.
Vaincre des monstres ou tuer des éveillés crée du karma ou ce qu'on appelle des points d'expérience. Ceux-ci finissent par être responsables de l'augmentation de votre niveau. Dans ce cas, la pierre de karma est quelque chose qui contient déjà ce karma, et l'absorber permet à l'utilisateur d'augmenter considérablement ses niveaux. Le plus étrange dans tout ça, c'est comment une pierre de karma a fini par se former naturellement à l'intérieur du niveau. Mandu, le maître, prend la parole, croyant que cela doit être influencé par le don de Tenma, les stupéfiant tous les deux. Apparemment, le karma contenu dans les vaincus finit par être absorbé par le vainqueur, mais le fait que Tenma n'ait pas monté de niveau après avoir vaincu 2 bêtes de calamité suggère qu'il ne pouvait pas absorber le karma. La théorie de Mandu est que depuis le début, le karma que Tenma gagnait en tuant des monstres finissait par être naturellement absorbé par les éveillés environnants au lieu de lui. Mais le niveau est différent. Il n'y a personne pour absorber le karma, et Tenma ne peut de toute façon pas absorber le sien. C'est pourquoi il s'est solidifié de force en une pierre, mais Agea s'inquiète que notre gars soit bloqué car il ne peut même pas monter de niveau. Son père l'empêche de demander des informations à Tenma sur sa compétence. C'est censé être un secret, après tout. Quoi qu'il en soit, Mandu suggère à notre gars de vendre la pierre s'il veut en faire usage. Personnellement, il sera absent pendant un certain temps pour une réunion avec les dirigeants des 5 continents. Sa fille s'occupera de Tenma en attendant. Cependant, il part en laissant quelques points importants. Tenma doit garder secret son statut de disciple, et il lui est également demandé de ne parler à personne des détails de son don. Troisièmement, le maître veut qu'il termine au moins 6 niveaux avancés avant son retour. Et enfin, Tenma a la liberté de faire ce qu'il veut avec son pouvoir, car c'est le sien. Le débutant accepte ses ordres alors que la scène passe au district nord. Certains éveillés sont frustrés de ne pas avoir de place même lorsque c'est leur tour. Les gardes de Régie Kinoshita sont là pour lui réserver la place, disant à ces jeunes de dégager. Les éveillés font les durs, traitant Régie de gosse de riche pourri gâté qui finira par être signalé à la guilde. Mais apparemment, il a trop cherché la merde car le même type se fait projeter contre le mur le plus proche. Cette brute musclée est attaquée par un pic de terre de Rambé immédiat, mais cela ne lui inflige aucun dégât. Le visage de ce type devient métallique, tandis que le blond ne comprend pas comment une technique qui pourrait facilement percer des monstres est incapable de blesser ce monstre décérébré. Le grand type lui attrape les 2 bras avant de lui défoncer le visage avec un coup de tête, le mettant KO. Un éveillé de niveau 7 et un de niveau 8, tous deux ont été éliminés sans pouvoir rien faire aux gardes du corps de Régie. Cet homme est Takeru Oga, l'un des 4 hommes les plus forts sous l'influence de Régie, et c'est aussi un manipulateur de métal de niveau 12. Cette tête de métal rappelle à tout le monde que quiconque osera se rebeller contre les ordres de Régie sera tué. Il ne veut même pas que les autres emmènent ces 2 éveillés, prévoyant de les torturer. Ses amis suggèrent à Takeru de se retenir un peu car les gens regardent attentivement. Soudain, quelqu'un l'attaque à une vitesse fulgurante. Le corps du type tombe droit dans les bras de Tenma. Tout le monde autour d'eux pense que Tenma est un perdant qui vient de signer son propre arrêt de mort. Même ce type le traite d'idiot pour avoir tenté de désobéir aux ordres de Régie et lui lance un dernier avertissement, mais Tenma sait très bien qu'il doit entrer dans le niveau et que Takeru est son seul obstacle. Agea signale la situation au supérieur, mais notre gars prévoit de gérer les choses à sa manière, se rappelant les paroles de son maître de faire ce qu'il pense être juste. Il lui laisse les blesser et dégage une aura malveillante, même pour un éveillé de niveau 0. Takeru ne revient pas que le débutant de niveau 0 ait les couilles de lui tenir tête, mais étrangement, il ressent une pression unique, se demandant si le gamin a une sorte de don. Se fiant à ses stats, Takeru croit aveuglément avoir le dessus, mais il reçoit alors un choc. Il voit notre gars foncer sur lui à une vitesse folle alors que le poing de Tenma vient embrasser le visage de ce type. Les spectateurs deviennent soudainement silencieux, incapables de comprendre la vitesse du débutant. Heureusement, Takeru a réussi à se métalliser avant que le coup ne le touche, donc aucune blessure n'a été infligée. Recouvrant ses bras de métal, il abat ses poings lourds, louant la vitesse de son adversaire, mais soulignant aussi le manque de force de Tenma. Notre gars esquive rapidement, sachant qu'il vient de rater sa seule occasion de porter une attaque surprise à un adversaire supérieur. Sa meilleure option maintenant est de compter sur l'onde de foudre et de la renforcer encore, poussant Tenma à activer son processus de métallisation en arrière-plan. La compétence de métallisation est assez dangereuse pour mériter des effets de mimétisme, ce qui signifie que notre gars ne peut pas se retenir non plus et doit devenir sérieux. Tenma comprend que les attaques normales ne fonctionneront pas, mais tout ce qu'il a à faire est de viser la chair de Takeru pour des dégâts considérables. Il prépare un coup de pied pour frapper son visage, mais Takeru réussit à le bloquer juste à temps, critiquant le manque de puissance et de vitesse du faiblard. Mais c'est en fait la stratégie de notre gars. Il conditionne son adversaire à prédire sa vitesse maximale, pour ensuite améliorer encore plus l'onde de foudre. Takeru est complètement pris au dépourvu en voyant l'utilisation d'un élément foudre. Cette fois, notre gars augmente sa vitesse à un point tel qu'il enchaîne une douzaine de coups de poing et réussit à tous les placer. Le processus d'analyse continue en arrière-plan tandis que les spectateurs commencent à réaliser que ce débutant peut utiliser plusieurs compétences. Sans aucune ouverture pour que Takeru se métallise, tout ce qu'il peut se demander, c'est comment ce gamin a réussi à atteindre une vitesse aussi folle pour son rang. Avec tant de coups pleuvant sur son corps, il ne peut même pas donner un ordre vocal pour forcer les autres à l'aider. Ce type est dans le pétrin, et dans une dernière tentative désespérée,
il décide de sortir son atout. Apparemment, cet atout consiste à arracher sa chemise pour montrer ce dos démoniaque. Mais, en réalité, le frérot passe en mode entièrement brillant et s'enveloppe d'une métallisation complète. C'est la première fois qu'il est acculé au point de devoir utiliser cette compétence. Toutes ces parties métalliques obtiennent un bonus de défense de 50%, et 50% de plus quand il ne bouge pas. Au fait, j'adore le fait qu'on puisse littéralement dire que ce type a des couilles en titane maintenant. Quoi qu'il en soit, Takeru est reconnaissant d'avoir évolué à ce niveau et a l'intention d'offrir une mort facile aux débutants. Avec une défense dépassant le niveau 12, les autres se demandent si quelqu'un du même niveau pourrait percer la défense de ce type, mais cela n'aura plus d'importance dans une minute ou deux car le processus d'analyse est presque terminé. Notre gars souligne nonchalamment que Takeru a investi tous ses points en défense, oubliant complètement ses stats de mana. Takeru fait comme s'il racontait de la merde, mais au fond, il sait que le débutant a raison dans sa supposition. Tamba assure à ce type qu'il n'a aucun intérêt à forcer son mana à s'épuiser. Au lieu de ça, il mettra fin au combat en un instant. Le lotus bleu apparaît, créant une nouvelle évolution dans le pouvoir de Tamba. Le magnifique lotus s'épanouit et éblouit les spectateurs, bien qu'il n'ait aucune idée de comment cette jolie chose va battre ce con en métal. Une fois terminé, Tamba obtient l'orbe clair perçant, la véritable sphère. C'est une capacité qui ignore la défense, garantissant des dégâts. Le seul problème vient de la portée et de la vitesse. C'est bien trop lent, ce qui permet aux gens de l'éviter facilement. Cela force Tamba dans une situation où il doit chronométrer l'attaque pour anéantir la défense dont Takeru est si fier. Avec la compétence activée, les stats de notre gars augmentent encore plus alors qu'il lance la création d'un orbe perçant. Même à cette distance, Tamba met son adversaire au défi d'esquiver cette attaque imminente avec confiance. Regarder la performance de Tamba a suscité les acclamations des spectateurs, les faisant se demander ce qu'il va faire ensuite. La boule perçante passe lentement sous leurs yeux. C'est juste une toute petite chose, donc il est inconcevable de se faire toucher par quelque chose comme ça. La boule est si petite que ce con en métal est même prêt à rester immobile pour l'encaisser de front, sous-estimant l'atout de Tamba. La boule finit par toucher son bras, et un air d'horreur se dessine sur son visage. Elle détruit littéralement le bras de cet homme, le faisant exploser dans une mare de sang. Tamba avait même dit à cet idiot d'esquiver. Il a spécifiquement visé son bras pour faire preuve de pitié, mais il aurait vraiment pu viser une zone fatale si ce type avait été un monstre. Takeru hurle de douleur pendant que Tamba ordonne au clown d'emmener ce type à l'hôpital. Il le ramasse pathétiquement et l'emmène alors que la journée est sauvée, grâce au Super Nana. Attends, j'ai oublié que ce n'est pas Cartoon Network. Tamba est acclamé comme un héros par la foule. Certains d'entre nous veulent même faire équipe avec lui pour finir les niveaux en un rien de temps. La situation est si grave que des types se battent pour mettre la main sur lui, mais cet homme est bien trop occupé à savourer sa nouvelle compétence, quelque chose qui pourrait abattre un monstre de défense comme Takeru lui-même. L'orbe a un autre effet, il devient plus rapide à chaque fois qu'il tue des personnes ayant des stats de défense plus élevés que Tamba lui-même. Les deux clowns le supplient de rejoindre leurs équipes, mais il refuse ouvertement, déclarant qu'il se débrouille très bien tout seul. Encore une fois, la foule réagit de la même manière que la dernière fois, le traitant d'idiot de défier en solo un niveau avancé juste parce qu'il a pu battre Takeru. L'impression que les gens ont de lui change très vite, et ça ne les dérange plus de laisser ce psychopathe mourir maintenant. Les détracteurs partis, la fille de Mandu souligne que chaque bête de calamité dans les niveaux avancés a une défense comparable à celle de Takeru, donc notre gars doit vraiment gérer son mana avec soin. Mais Tamba est tranquille avec ça et lui dit de ne pas s'inquiéter, ce qui la rend nerveuse car sa mort attirerait l'humiliation de son père. À part ça, AGA souligne que les bêtes de pierre se déplacent en groupe, mais qu'elles sont stupides, donc Tamba pourrait en profiter pour drainer leur mana. Le bracelet l'autorise à défier le niveau alors que notre gars se lance dans son prochain grand événement. Il ne s'attendait pas à affronter autant de ces énormes lézards de pierre. Ils ont tous des stats super élevés aussi, bien plus hautes que les créatures qu'il a combattues avant. La statue colossale fonce sur lui à toute vitesse, tandis que Tamba décide de sortir son orbe perçant pour l'utiliser contre leur haute stat de défense. Je ne peux m'empêcher de souligner les similitudes des pétales de lotus avec le Ro et AD Archer dans FATE. Quoi qu'il en soit, l'orbe touche la statue, creusant un trou à travers son corps et la tuant sur le coup. Cela augmente la vitesse de l'orbe de 100%, ce qui est incroyable pour Tamba à chaque fois. 3 des effrayantes statues se jettent sur lui, mais notre gars a l'énergie de Kirua avec sa foudre et fonce à travers elle. Il bat 3 des monstres en utilisant son attaque explosive après avoir de nouveau dépensé un tiers de son mana. Mais le combat n'est pas terminé. 2 autres créatures se jettent sur lui depuis des directions opposées. Cet homme lance un « violet imaginaire » pour les achever avec son orbe perçant. D'abord, il esquive les 2 statues, les faisant s'écraser l'une contre l'autre. Cela lui donne le point de vue parfait pour les frapper avec un monstrueux orbe perçant. La vitesse de l'orbe est encore plus rapide cette fois et tue les 2 monstres d'un seul coup. Tamba s'effondre, se sentant épuisé alors que son mana tombe à 0. Il a vraiment du mal avec ses contraintes de mana ces derniers temps et espère bientôt obtenir une compétence de récupération de mana. Sa vitesse de progression actuelle est prometteuse après avoir augmenté la vitesse de l'orbe à 5 mètres par seconde, mais le frérot a complètement oublié le dernier monstre qui s'écrase sur lui, déchaînant une destruction littérale. L'un des monstres a fini par utiliser la compétence gigantification,
devenant littéralement une menace que Godzilla devrait venir éliminer. Sa taille pure est un problème, mais Tenma se débrouille en utilisant sa vitesse de l'éclair. Le frérot fonce comme Flash, ne sachant pas s'il peut percer une créature aussi énorme que celle-ci. Sélectionnant soigneusement sa cible, il vise la tête du monstre, et tire un orbe perçant. Mais rien qu'à cette distance, Tenma se dit que l'orbe est si petit qu'il ne fera que des dégâts minimes. La statue de pierre titanesque riposte avec son propre poing. Et comme notre gars ne peut même pas esquiver en plein vol, il n'a d'autre choix que de spammer l'utilisation de la glace noire pour encaisser le coup. Pourtant, l'impact envoie ce type voler, l'écrasant contre le mur le plus proche. Le combat est bien plus difficile que ce qu'il pensait. Sentant le besoin d'Overmimsy, le système commence à analyser automatiquement, apportant de la satisfaction au visage de notre gars. La scène passe chez Reggie où l'un de ses agents exprime son choc. L'homme l'offense avec son bruit, mais l'informe aussi d'une nouvelle soudaine. Apparemment, quelqu'un a réussi à battre Takeru et est entré dans l'un des niveaux avancés. La nouvelle fait chier ce connard gâté, incapable de croire que Takeru ait pu perdre avec son niveau. La seule explication raisonnable est que quelqu'un de niveau supérieur à 30 l'a battu. Malheureusement, les éveillés de ce niveau sont compétents et s'occupent de vraies missions, donc ils ne s'embêtent pas à jouer avec des éveillés faibles. Tout le monde dans l'établissement est autour du niveau 10, mais il est impossible pour Elesan de Wish de croire qu'un guerrier de niveau 10 ait battu Takeru. Reggie a l'intention d'enquêter sur l'affaire par lui-même, croyant qu'il arrivera à temps au même endroit s'il se dépêche maintenant. Son agent lui recommande même de procéder avec prudence, mais, évidemment, le QI de Moule ici présent n'écoute pas son avertissement. Reggie est d'humeur à humilier cette personne qui a osé s'en prendre à la famille Kinoshida. Quant à notre gars, il a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre et à atteindre une analyse à 100%. Protégé dans son lotus, le système marque l'achèvement de la compétence de gigantification. Mais étrangement, Tenma n'a pas obtenu de nouvelles compétences cette fois. Au lieu de ça, son orbe perçant est passé au niveau 2, lui permettant d'ajuster la taille de l'orbe et même de doubler l'augmentation passive de sa vitesse. Testant les deux effets à la fois, Tenma active son orbe nouvellement évolué, manifestant un orbe qui consume jusqu'à la dernière once de son mana. C'est l'orbe perçant le plus puissant qu'il ait créé jusqu'à présent, et il se lance comme une véritable bombe nucléaire. Le frérot est même là en train de poser comme Gojo après son tir final, se demandant s'il n'est pas allé trop loin à la fin. La défaite du golem de pierre marque une nouvelle étape dans sa progression. La vitesse de l'orbe a été augmentée à 7 mètres par seconde. Et s'il peut juste finir le niveau 2 fois de plus, il finira par l'accélérer à la vitesse d'une voiture. Depuis tout ce temps, les effets passifs qu'il ignorait s'avèrent en fait très utiles pour lui. L'explosion du Lotus permet une meilleure utilisation de toutes ses compétences, ce qui signifie que tant qu'il peut améliorer l'effet passif de l'explosion du Lotus, il aura assez de puissance pour sniper des monstres à des milliers de mètres de distance. Le niveau avancé est marqué comme terminé en à peine 3 minutes, établissant un autre record et déconcertant les autres éveillés. Les gens veulent savoir pourquoi et comment ce type est de niveau 0 parce que ça n'a absolument aucun sens. Et puis il y a lui qui a l'air de sortir de la douche. Aucun signe de blessure. Même AGA est impressionnée, toujours émerveillée par lui. Elle le félicite pour sa rapidité à terminer, mais c'est juste grâce à l'aide de l'orbe perçant qu'il a obtenu. Étrangement, il aperçoit un papillon qui rôde autour d'elle. Ça s'appelle un papillon de jade. AGA est en fait une utilisatrice de Shikigami, mais je suis trop occupé à remarquer ses courbes pour me soucier du papillon. Que personne ne me demande la couleur, s'il vous plaît. Il interagit avec la jolie petite chose, la trouvant magnifique, et demande directement à AGA quel type de job les éveillés normaux ont. Elle est choquée qu'il n'ait aucune connaissance de base à ce sujet. Les jobs sont en fait divisés en 4 catégories, et notre gars en a déjà vu 3 jusqu'à présent. Le premier type est l'élémentaliste, qui dispose d'une large gamme d'éléments. Ces éveillés sont aussi les plus courants et sont connus pour avoir la plus grande puissance de combat. Le gros de sa classe, et même Takeru, en sont un exemple. Le deuxième type d'éveillé est un utilisateur de Shikigami. C'est ça, les mecs. On fait ça à la Megumi, style Jujutsu Kaisen. Les Shikigami restent avec leur maître dès leur naissance, c'est pourquoi elle en a un. Les deux types étant clarifiés, elle attend qu'il pose des questions. Notre gars est choqué de voir que son papillon de jade est d'un niveau encore plus élevé que le sien, ce qui lui fait remettre en question son statut de vétéran. Le mec a fini par détruire l'ego de la pauvre fille avec ses mots, sans même essayer d'y mettre les formes. AGA corrige sa mauvaise compréhension du pouvoir, expliquant que les Shikigami seront toujours d'un niveau supérieur à leur maître. Mais dans une telle situation, le cerveau calculateur de Tenma en déduit qu'il est préférable de cibler le maître du Shikigami dans un combat. Elle est terrifiée de sentir une once d'aura négative émaner de lui. Bref, il attend que les autres soient présentés. Le troisième type est une classe mystérieuse avec très peu d'informations disponibles à son sujet. C'est celui que notre gars possède, le type appelé briseur d'ordre. Le problème avec les individus de ce type, c'est que chacun d'eux a des capacités différentes. Le Lotus bleu Tenma diffère des éveillés qui peuvent changer de taille ou même créer des clones d'ombre, parce que Naruto est là aussi. Les compétences de chaque classe sont classées de C à S en 4 pyramides de puissance, mais les briseurs d'ordre sont classés comme ayant des compétences de catégorie Z, différentes des autres. C'est parce que la classe des briseurs d'ordre est traitée avec respect en raison de leurs compétences uniques.
Et au moment où un adversaire découvre la capacité d'un briseur d'ordre, il perd son plus grand avantage. C'est la raison même pour laquelle Mandu, son père, a insisté pour que AGA ne s'informe pas sur les capacités de notre gars. Tama est aussi un cas à part parmi les briseurs d'ordre car, d'après sa confirmation personnelle, elle l'a vu utiliser 3 compétences différentes, dont 2 liées aux élémentalistes. Tama commence à en avoir un peu marre qu'elle parle tout le temps de lui, alors il lui demande directement quel est le 4e type de classe qu'il n'a pas vu. Celui-là, elle refuse d'en dire un mot, appelant ça une punition pour cet homme qui garde tout pour lui. Avant de partir, AGA l'interroge sur ses intentions et apprend que Tama va nettoyer en boucle le même niveau avancé encore et encore. Elle rappelle à cet abruti que les niveaux ont leur propre temps de recharge, donc il ne pourra pas y accéder pendant au moins 2 jours. C'est un véritable obstacle que ces temps de recharge existent, et il n'y avait même pas pensé du tout. C'est pourquoi Régie les garde pour lui. Et comme notre gars ne peut pas améliorer son orbe perçant, il se dit qu'il pourrait au moins améliorer l'explosion de Lotus à la place. Il demande donc un niveau différent avec un nombre encore plus élevé de bêtes de calamité. La Machizina de Wish se souvient qu'il en existe un. Bien que le niveau des bêtes de calamité ne soit pas très élevé, il y a une tonne de monstres. C'est un SM de criquet géant, au moins 100. Le niveau est une vraie plaie sans une compétence à large portée, alors elle le met en garde, ne sachant pas que notre gars a déjà la compétence de détonation explosive, l'explosion de Lotus. Il ignore les avertissements continus tandis que les autres expriment leur choc en l'entendant prévoir de conquérir le niveau des criquets. Il tremble déjà à l'idée que Régie arrivera bientôt pour se venger et veulent partir avant que ça n'arrive. En parlant de ce salaud, il finit par arriver au même endroit pour se rendre compte que sa cible s'est échappée vers un autre lieu. Difficile de croire que quelqu'un ait réussi à finir le niveau en si peu de temps. Le sang de Régie ne fait qu'un tour, et il pense que cet agresseur mystérieux se fout intentionnellement de sa gueule. Il ordonne à ses agents de chercher des traces de mana et de contacter un certain Hound pour le boulot. Il veut Tama vivant pour pouvoir lui offrir personnellement un avant-goût d'un enfer de torture. Le mec se croit trop fort. Dans une autre zone, un pauvre éveillé s'accroche à peine à la vie. Il est traqué par Hound, un subordonné de Régie. Et même après avoir utilisé son jutsu d'évasion, il finit par être découvert par la bête sauvage à la gueule béante. La créature le déchiquette dans sa gueule pendant que l'autre agent de Régie vient le récupérer. Le gars dans sa gueule est toujours en vie, d'ailleurs, se demandant comment ils ont réussi à le retrouver. Le chien de cette personne a un excellent odorat, traquant n'importe quelle cible avec facilité. L'homme est connu sous le nom de Charles le chien, et il est venu éliminer sa cible au nom de Régie. Le pauvre gars supplie pour sa vie, mais Charles permet sans pitié à son loup de se régaler de la chair de l'humain. Après sa mort, il monte enfin de niveau. Charles appelle pour faire son rapport de mission, confirmant l'élimination, mais à son grand choc, il apprend les graves blessures subies par Takeru. Considérant cela comme une affaire importante, on lui fait signe de rejoindre l'emplacement de Régie, heureux qu'une nouvelle proie soit apparue. Tama arrive à l'intérieur près du niveau, se demandant pourquoi il y a autant de criquets en premier lieu. AGA explique que certains monstres aiment certains environnements, c'est pourquoi l'une des compétences d'un éveillé est d'être bien informé sur son terrain. Les niveaux avancés n'ont même pas de réceptionniste attitré à cause de leur dangerosité. Tama se demande pourquoi ce niveau est complètement fermé, considérant qu'il n'est que de niveau 13 au mieux. L'avantage d'un niveau normal, c'est que vous pouvez en sortir si vous le trouvez difficile. Mais avec ces criquets, l'évasion devient littéralement impossible. Une seule erreur et vous êtes mis en pièces par l'essaim de criquets. Les éveillés se font dévorer vivants au petit déjeuner. C'est si brutal qu'il ne reste que leurs os. Mais ce genre de choses n'effraie pas notre gars. Il est juste content de trouver le terrain de jeu parfait pour chasser une tonne de monstres. AGA pense que c'est un putain d'idiot pour ça, mais Tama a ses objectifs et entre avec confiance dans le niveau. Elle se demande si ce qu'elle lui a dit sera suffisant avant de réaliser qu'elle a oublié de mentionner un détail clé, les criquets apparaissent littéralement à l'infini jusqu'à ce que le boss soit vaincu. Ayant commis une si grosse erreur, AGA veut entrer dans le niveau pour l'avertir, mais elle sent alors une présence menaçante. C'est Charles le chien qui la fixe avec des yeux diaboliques, demandant à chercher quelqu'un. La scène coupe et nous emmène à l'expérience de Tama à l'intérieur du niveau. En claquant des mains, il réveille avec espièglerie les insectes agaçants pour pouvoir les tuer encore et encore. Leurs niveaux sont si pathétiques, à peine le niveau 1, mais leur quantité rend ce niveau intéressant. Avec plus de 100 d'entre couvrant le ciel, Tama lance sa technique d'explosion de Lotus tout en se protégeant avec une armure de glace noire. Son but est de laisser ces salauds l'assaillir de toutes parts, et juste au moment où ils se sentiront en confiance, il déclenchera la détonation. Tama active l'explosion de Lotus à un moment précis, anéantissant tous les insectes d'un seul coup. À la fin de son attaque, ils sont tous de la viande morte, faisant évoluer son explosion de Lotus au niveau 2. Sa portée s'est étendue à 10 mètres, le double d'avant. Tama pense que des monstres de ce faible niveau devraient lui rapporter des points faciles car il consomme à peine son mana pour n'importe laquelle de ses compétences. S'il peut utiliser 10 tirs de plus et tuer 100 criquets à chaque fois, sa compétence s'améliorera de 1000%. Mais il réalise alors que ce niveau doit aussi avoir son propre temps de recharge, donc son bonheur est de courte durée. Tama vérifie son bracelet, se demandant pourquoi le message de fin de niveau n'est pas apparu. À la place, il détecte la compétence du monstre boss appelé Volonté de la Matriarche, ce qui active immédiatement son effet d'analyse. Quand Tama regarde autour de lui pour chercher des survivants,
il voit les saints morts être aspirés dans une sorte de vortex. S'éloignant rapidement, Tamba crée de la distance entre eux, se demandant si c'est à cause de la compétence du boss. Il a baissé sa garde, et bien que ce soit génial de pouvoir continuer à faire évoluer sa capacité, le principal problème maintenant est qu'il ne connaît pas l'emplacement du boss. Sa meilleure stratégie pour le moment est de continuer à anéantir les saints jusqu'à ce que le boss finisse par se montrer. Réactivant l'explosion de Lotus, il déclenche une autre explosion, massacrant un autre SM. La portée augmente à 16 mètres, amplifiant encore plus l'explosion. Après un second nettoyage, Tamba se demande curieusement pourquoi le boss n'est toujours pas apparu. Les mêmes criquets morts finissent par réapparaître, créant un SM sans fin qui ne reste pas à terre. Malheureusement, Tamba ne peut temporiser que pour 9 détonations de plus grâce à sa capacité. Il tend la main une troisième fois, promettant de les anéantir à chaque fois qu'ils reviendront. Une troisième explosion massacre les saints avec une autre série de 100 éliminations. Tamba continue de déclencher des explosions jusqu'à ce qu'il augmente le rayon de l'explosion à 54 mètres. Maintenant, il ne lui reste plus qu'un seul tir, mais ces insectes n'ont toujours pas cessé de réapparaître. L'essaim réapparaît, instillant un sentiment de panique chez Tamba car il est sur le point de manquer de mana et n'a aucun moyen d'affronter le boss. Bien qu'il puisse facilement essayer de s'échapper du niveau, cet homme est trop orgueilleux pour abandonner. Une dernière fois, il déclare son intention de massacrer les saints. L'explosion de Lotus détonne dans la plus grande explosion qu'il ait jamais lancée, fatiguant notre gars jusqu'à ses limites. Les saints se relèvent simplement à nouveau, et la progression de l'analyse n'est pas encore terminée non plus. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il a vraiment merdé car la reine a une capacité de reproduction infinie. Cela signifie que la seule façon de gagner est de la tuer, mais comment va-t-il faire avec 0 point de mana? Heureusement, son taux d'analyse atteint son achèvement total, l'enveloppant dans un domaine de Lotus et s'adaptant à la compétence de la reine. Tamba acquiert une nouvelle compétence de détection pour contrer sa capacité avec un effet passif de cheat code. C'est si puissant qu'il pourrait intentionnellement laisser le boss en vie juste pour farmer les sauterelles autant de fois qu'il le souhaite. Malheureusement, AGA l'attend, il doit donc en finir. Avec l'activation de la compétence, ses capacités sensorielles sont accrues, cartographiant la zone environnante pour chercher sa cible. Le détecteur capte les signaux de la reine juste sous terre, ce qui est la seule chose dont Tamba avait besoin. Ensuite, il prépare son Hollow Purple, volant à nouveau le swag de Gojo, et le lâche pour décimer l'agaçante reine. L'orbe perçant se ferait un chemin sous terre, forçant la reine à sortir là où elle est la plus vulnérable. Et là, notre gars l'achève avec un tir tranchant par derrière, mettant fin à sa vie. Avec la reine démantelée, l'essaim est plongé dans le chaos, mais notre gars est heureux de tous les envoyer en enfer avec elle. Une détonation finale conclut l'affaire et tue les saints de sauterelles pour de bon, augmentant la portée à 65 mètres. Le niveau l'a aidé avec une tonne d'amélioration de compétences, et Tamba a l'intention de le réutiliser pour faire évoluer sa portée encore plus tard. Atteignant un nouveau record de 17 minutes, il quitte le niveau, inquiet de l'état des AGA, mais pensant aussi qu'elle pourrait le laisser tomber. En fait, Tamba aime son côté maladroit. Mais au moment où il sort, il voit AGA couverte de coupures et en train de se faire étrangler par Charles. Le fait que Tamba soit sorti en un seul morceau confirme au chien de garde que c'est le gars que son maître recherche. Et, oui, n'oubliez pas que le One Piece est réel. Agité, Tamba menace ce type de la lâcher, sinon il lui fera la peau. Charles pense que le gamin est arrogant pour une nouvelle recrue de niveau 0. Et à ce moment précis, notre gars apparaît juste devant son nez pour le tuer. Se disant, oh, merde. Je suis foutu. Charles invoque son Shikigami loup pour bloquer l'attaque. La créature encaisse le coup avec succès tandis que Overmimesi s'active à nouveau. Tamba réalise immédiatement qu'il a affaire à un utilisateur de Shikigami, pendant que Charles analyse la situation. Le combattant en face de lui a excellemment manœuvré à grande vitesse. On comprend clairement comment Takeru a perdu ce combat. Mais le grand avantage que Charles a sur Takeru est la situation d'otage gratuite grâce à la fille. Tamba craint pour sa vie, et sa distraction lui coûte cher alors que le Shikigami lui saute au visage. Le pire avec la force de morsure de Death, c'est qu'elle peut écraser n'importe quel ennemi, même avec des statistiques de défense élevées. À son grand choc, Charles regarde cet homme faire jaillir des pointes de glace noire pour protéger son bras. Tamba utilise même son autre bras pour charger un tir mortel. La sphère perçante anéantit le Shikigami d'un seul coup, le tuant sur le champ. Maintenant qu'il a tué Death lui-même, sa prochaine cible est Charles qui devrait être bien plus facile à gérer. L'éveillé expérimenté réalise que cette nouvelle recrue ignore l'effet de réapparition d'un utilisateur de Shikigami. Death a une capacité de rampe et appelée désir de réapparition, qui diminue immensément son temps de réapparition. Tamba est distrait, alors la créature essaie de l'attaquer avec ses dents acérées et béantes. Mais pas de souci, car Sens du Mana a déjà prédit ce résultat. Tamba riposte facilement, arrêtant le monstre une fois de plus. Sa compétence d'analyse approche lentement de son achèvement, mais si le Lotus apparaît devant Charles, cela pourrait lui donner des informations gratuites sur sa capacité. Charles lui-même fait une dépression nerveuse face à un gars avec une vitesse et une force immense, ainsi qu'un tas d'autres triches. Son seul avantage est AGA, alors il l'étrangle assez pour l'empêcher de dire plus fort, papa et menace de la tuer devant Tamba. Notre gars voulait terminer l'analyse sans faire apparaître le Lotus, mais les choses prennent une tournure différente. Avec son achèvement,
il gagne la contre-compétence appelée Mangeur de Shikigami, un pouvoir unique ayant pour effet de prendre le contrôle du Shikigami d'un autre utilisateur en le touchant une fois. C'est un excellent contre, mais comme notre gars a intentionnellement annulé l'effet d'apparition du lotus de sa compétence, il n'a obtenu aucun effet de récupération automatique. C'est le prix à payer pour l'avoir sauté. La bonne chose, c'est qu'il n'est pas blessé pour le moment, donc il n'en a pas besoin de toute façon. Chaque chose en son temps. Il teste son sort Mangeur de Shikigami sur le monstre qui approche. Activant son essence, il frappe la tête du Shikigami, manipulant les fils de son contrôle avant de repousser la créature avec une vitesse énorme. Charles regarde son monstre se faire anéantir à nouveau, traitant la pauvre chose de clébard inutile. Il menace de briser le cou des AGA, mais elle ne se soucie même pas d'elle-même dans cette situation. Tenma lève les mains en l'air de manière absolument cinématographique pour lui sauver la vie. Charles est content que le gamin soit obéissant pour éviter d'autres ennuis, mais ce qui tracasse notre gars, c'est pourquoi il est ciblé en premier lieu. Charles pense qu'il fait l'idiot alors que c'est lui qui a tout déclenché. Il décide de cracher le morceau sur les détails de sa mission, révélant à quel point Reggie est furieux depuis que le mystérieux éveillé a volé ses niveaux avancés. C'est pourquoi il a recruté Charles pour l'achever. Entendre le nom de Reggie pour la millionième fois agace Tenma, qui pense qu'ils ont vraiment besoin d'avoir une discussion en privé. Charles lui assure qu'il se dirige déjà dans cette direction, car il va utiliser son chien de compagnie pour couper les jambes de notre gars. Et cette fois, s'il utilise de la glace défensive, Charles brisera le cou des AGA. Il donne l'ordre au monstre de torturer sa proie, ne sachant pas que les rôles ont été inversés alors que la créature mord son ancien maître. Les ballons des AGA sont sécurisés par la vitesse de l'onde de foudre de Tenma. Le chasseur ne comprend pas pourquoi le Shikigami l'attaque, tandis que Tenma fait l'éloge de son nouvel animal de compagnie. Il n'a pas tout à fait fini de rendre justice pour ce que ce salaud a fait à la poitrine des AGA. Je veux dire, à AGA elle-même. Le chasseur est maintenant devenu le chassé alors qu'il implore pitié, offrant même de traquer Reggie pour ce gars. Tenma se moque de la proposition merdique tandis que Charles, psychotique, lance une dernière tentative pour mettre fin à la vie de la nouvelle recrue. Sa lame effleure le flanc de Tenma alors qu'il fait signe à son nouvel animal de tuer ce connard de Charles de la même manière qu'il a torturé AGA. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de cette scène emblématique de Game of Thrones impliquant la fin pathétique de Ramsay. Le Shikigami dévisage son repas alors que le chasseur autrefois impitoyable gémit comme un animal pathétique. Death ouvre grand sa mâchoire et met finalement fin à la vie de Charles, apportant satisfaction à Tenma. Pendant que cela se produit, il interpelle la personne qui observe secrètement leur combat depuis sa cachette confortable et l'exhorte à se révéler. L'espion est pris et se révèle, mais Tenma est toujours en mode sanguinaire, alors il demande immédiatement si ce type est aussi affilié à Charles. Le gars clarifie frénétiquement que ce n'est rien de tel, mais Tenma n'a vraiment pas de temps à perdre. Il charge Death de finir de manger et de revenir vers lui. Le Shikigami dévore Charles et finit par disparaître. Même un chien enragé comme Death est capable d'obéir aux ordres de Tenma. Le type blond est maintenant convaincu que notre gars peut l'aider. Iberia donne son nom, faisant l'éloge de Tenma pour ses mouvements de malade là-bas. Il le connaît déjà comme le gars qui a vaincu Takeru, et il a une proposition pour Tenma en échange de pierres de karma et d'armes. Rejetant toutes ses offres, notre gars s'éloigne simplement, l'ignorant. Pas un seul éveillé n'aurait pu faire ce qu'il vient de faire pour la récompense qu'il aurait pu obtenir. Un type de récompense spécifique correspond toujours à la situation d'une personne, tout comme une lame profiterait à un vengeur et un médicament guérirait les blessés. Cela fait naître une idée dans la tête d'Iberia, car il a la récompense parfaite pour la situation. Il comprend que Tenma ne peut pas foncer à toute vitesse maintenant car AGA est déjà blessé. Et le temps qu'il l'amène à l'hôpital, elle se sera vidée de son sang et mourra. Pour remédier à sa peine, Iberia sort un objet de guérison. C'est un parchemin mystique qui arrête Tenma dans sa marche. Il se retourne, son visage montrant véritablement des signes de soulagement pour la sécurité de son ami. Cet objet est assez prometteur pour lui sauver la vie, alors il la dépose et enveloppe ses melons avec le matériau. L'objet est un artefact rare fabriqué à partir de deux matériaux différents des clans des esprits de l'ombre et du bois. La nouvelle recrue n'a aucune idée de ce qu'est un artefact, alors Iberia explique leur logique. Les armes modernes de l'humanité ne valent rien contre les créatures de la destruction, surtout les fusils. L'avantage des artisans, c'est qu'ils peuvent forger de nouvelles armes en utilisant des parties de monolithes ou de bêtes du désastre. Ces objets fabriqués sont appelés des artefacts. Ils sont classés en 4 classes de rareté, allant de commun à rare, épique et unique. Les artefacts communs sont vos armes de base moyenne, capables de blesser les bêtes du désastre ordinaire et les éveiller, comme l'épée longue. Les artefacts rares augmentent les statistiques de l'utilisateur, comme une lame aquatique. Un artefact épique, et notez bien que cette épée de sang rouge est super cool, augmente les stats et fournit des effets spéciaux. Enfin, celui qui les surpasse tous, se classant dans la catégorie la plus élevée, est la classe unique. Ils sont dotés de compétences uniques, comme l'épée sacrée. Les artisans ne peuvent pas être comparés aux combattants, mais ils sont difficiles à trouver. Les éveillés leur sont toujours redevables pour leur excellent travail. Tenma comprend que le père de ce type est un artisan. En fait, ce n'est pas non plus un artisan ordinaire. Sur les 5 continents, seuls 10 artefacts uniques ont été produits. Et devinez quoi? Le père de ce type a produit 3 de ces fichus artefacts, ce qui lui a valu le titre de roi artisan du Nord.
Je ne savais pas que Jon Snow s'était fait isekai ici aussi, mais notre gars s'en fiche complètement, se tournant vers un objet qui l'intéresse. Il inspecte l'arbalète qu'il a récupérée de Charles. C'est aussi un artefact. Iberia est abasourdi que même après cette histoire incroyable, ce type se fiche complètement de son père. L'arbalète est un artefact rare. Malheureusement, il n'y a pas de munitions, mais Iberia explique que certaines armes génèrent leurs propres munitions. À la grande surprise de Tama, l'arme disparaît dans les airs. C'est aussi une autre qualité de certains artefacts qui sont liés à l'âme de leur propriétaire et finissent par retourner automatiquement dans une dimension subspatiale. Tama trouve cette information intéressante et remercie ce type d'avoir soigné Agea, lui sauvant la vie. Il lui est redevable pour toute faveur future et a l'intention de s'occuper personnellement de Régie après ça. Iberia pense que c'est une idée très imprudente d'aller défier Régie tout seul, mais Tama n'est pas d'humeur à discuter et ne voit pas le problème. La bonne nouvelle, c'est que Iberia et notre gars ont la même cible. Même si Régie ne l'a pas vraiment énervé, Iberia suggère qu'il fasse équipe pour les qualifications du tournoi de l'Alliance des Sauveurs. Tama se souvient du tournoi, se rappelant que seuls les 10 meilleurs candidats qualifiés accèdent au tournoi principal. C'est aussi pour ça qu'il a enchaîné les niveaux avancés sans arrêt pour se préparer à l'épreuve. Cependant, il ne voit pas le rapport avec leur cible. Iberia révèle que les qualifications sont organisées individuellement par continent. Et en tant que fils du chef, Régie est censé participer à cet événement aux côtés de son frère aîné. Si aucun d'eux ne finit dans le top 10, le nom de la famille Kinoshita sera traîné dans la boue. C'est la raison pour laquelle il prend le contrôle de tous les niveaux pour son avantage personnel. Tama se demande pourquoi il reçoit autant d'aide de l'éveillé blond, tandis que Iberia lui confie qu'il l'admire sincèrement et croit en son instinct, qui lui dit qu'ils réussiront tous les deux. Tama ne comprend toujours pas pourquoi ce type veut se dépêcher pour le tournoi, ce qui le pousse à chercher une raison plus profonde. Iberia raconte qu'il a vu son père travailler sur ses créations depuis qu'il est petit, donc il l'admire beaucoup. Son rêve ultime a toujours été de devenir un éveillé, pour combattre des monstres avec les outils fabriqués par son père. Malheureusement, même après son éveil, le père d'Iberia a refusé de lui fabriquer un véritable artefact, le qualifiant d'indigne de mériter ses créations. Malgré ses supplications incessantes, l'homme n'a pas cédé et a dit à son fils de passer les qualifications s'il voulait une arme. C'est pourquoi il partage ce désir intense de réussir les qualifications initiales, quoi qu'il en coûte. En entendant tout ça, Tama comprend que le fils de l'artisan doit avoir une longue liste de personnes voulant faire équipe avec lui, donc il n'y a aucune raison pour qu'il ait choisi un gars de niveau 0. Apparemment, le maître artisan a posé une condition, si Iberia se fait porter par un coéquipier surpuissant, alors il ne lui donnera rien. En gros, le gars a le père asiatique strict typique, avec beaucoup d'attentes et aucun passe-droit. Un autre problème est que les concurrents puissants ont déjà été approchés par Régie, ne laissant que les solitaires ou les équipes déjà formées. Comme il n'a personne sur qui compter, Tama est sa meilleure option, le même homme qui a anéanti le puissant Takeru et même vaincu Charles à l'instant. Finalement, après une multitude de questions, notre gars accepte de faire équipe avec lui, mais son souci immédiat est d'emmener Agea à l'hôpital. Iberia est si heureux qu'il choisit déjà un nom d'équipe, n'arrêtant pas de jacasser avec plusieurs combinaisons de noms. Ce mec est un vrai pote, mais il ne la ferme tout simplement pas. Se souvenant de ses anciens amis d'école, Tama se demande si Rimu et Seiya participeront aussi aux qualifications. Dans la scène suivante, on voit Rimu éternuer de nulle part. Il suppose que son pote Tama doit être en train de penser à lui ou quelque chose du genre. Ce nom inquiète sincèrement Seiya sur l'état de Tama. Elle espère qu'il s'en sort bien. Rimu la charrie à fond sur ses sentiments pour lui, ce qui la pousse à le frapper avec sa capacité d'eau. Il la nargue pour avoir utilisé un sale coup bas, mais de son point de vue, un combat d'entraînement se fiche des attaques sournoises tant qu'il y a des ouvertures. Les observants à distance se trouvent leur maître, un cyborg déterminé à les entraîner correctement pour les qualifications. Seiya a déjà atteint le niveau 11, tandis que Rimu est bloqué au niveau 10. Tous deux sont des élémentalistes qui s'apprêtent à affronter d'autres éveillés bientôt. La scène coupe de nouveau sur la sale gueule de Régie qui commence à s'irriter que le molosse n'ait pas fait son rapport. Ça l'énerve qu'ils soient tous inutiles, tandis que son agent suggère d'envoyer une équipe de recherche. Régie s'en fiche et souligne que les qualifications sont la priorité absolue, car son père lui bottera le cul s'il n'est pas sélectionné cette année. Au fait, ce type a déjà acheté près de 800 concurrents. Les soudoyant pour leur coopération, ils sont tous de niveau 5 et plus. Régie apprécie que son agent soit fiable comparé aux autres et consomme la dernière pierre pour augmenter ses statistiques. Il est au niveau 12 en moyenne, se prenant pour le meilleur, et manie la foudre comme élément. Dans la scène suivante, on retrouve notre gars s'excusant auprès de son maître de ne pas avoir réussi à sauver Agea à temps. Le commandant du Nord envisage de tuer Régie facilement, mais Tama ne veut pas de ça et le supplie de le lui laisser. Mandu comprend et est intéressé de connaître les détails une autre fois. Iberia, de son côté, ne croit pas ses yeux. Le commandant du Nord est là, à se comporter comme un pote avec Tama. À ses côtés, Tama proclame son intérêt pour le tournoi de qualification, et le commandant approuve cette décision. Agea semble bien se porter. Son papillon l'a soigné pendant le processus. Même Iberia les a aidés avec un artefact rare, suscitant l'intérêt du commandant du Nord pour lui. Mandu connaît l'affiliation du garçon avec l'artisan, ce qui pique sa curiosité.
Iberia décide de préserver la dignité de son père et fait une déclaration impressionnante, affirmant qu'il est le père d'Eidan. Oui, vous avez bien entendu. Ce clown a accidentellement massacré cette phrase, décevant les 3 personnes et se couvrant de ridicule. Malaise mis à part, Mandu est heureux que le gamin ait aidé à sauver sa fille et a même l'intention de présenter ses respects au père d'Iberia après le tournoi. Avec les qualifications qui approchent, il leur suggère à tous les deux de s'entraîner, car il attend beaucoup d'eux. Tamba et Iberia sont confiants en leur victoire, tandis que AGA est choqué par l'intérêt marqué de son père pour notre gars ces derniers temps. Le truc avec Tamba, c'est qu'il a un traumatisme d'enfance digne de Batman, c'est pourquoi il est sans pitié contre les monstres. Mais cette même impulsion sombre s'affaiblit auprès des gens qu'il aime. C'est une autre raison pour laquelle Mandu veut que sa fille reste à ses côtés, pour devenir une personne qu'il chérit, assez pour la protéger. À part ça, vous vous souvenez du soldat squelette qui est apparu à l'école de Tamba au début? Il s'avère que ce n'était pas un hasard, mais une attaque bien planifiée. Le nombre de traîtres parmi les humains augmente, et il y a eu des attaques sur d'autres commandants aussi. Mandu est convaincu que l'humanité court à sa perte, mais Tamba est la force qui pourrait combler ce fossé, devenant une lueur d'espoir pour tous. Nous arrivons enfin dans le district de niveau 4. Le tournoi est sur le point de commencer. Tamba ne s'attendait pas à ce que tant de gens se pointent ici, mais, évidemment, la seule présence de Mandu a attiré une foule immense, faisant grimper le nombre de participants à 5000. C'est une mauvaise nouvelle pour Reggie, car il a maintenant moins de participants qui travaillent pour lui, mais son agent pense que ce n'est pas un problème. Il s'est déjà assuré de mettre des bandeaux rouges aux participants qui travaillent pour eux, les rendant faciles à identifier. Cela semble étrange à Seiya et Rinu également. Agissant en tant que superviseur principal, Suryu Fujiwara commence l'explication des règles. La zone est divisée en 2 parties. L'une est externe, et l'autre est une arène interne. La première étape commencera depuis les 4 tours de la région externe. Les concurrents doivent se frayer un chemin du mieux qu'ils peuvent pour atteindre la région interne. Au moment où ils entreront ici, leur classement sera enregistré sur leur bracelet. Seuls les 500 meilleurs sur les 5000 participants pourront passer. Seiya est un peu inquiète que près de 4500 personnes soient éliminées dès le premier tour. Chaque concurrent peut emporter 2 armes ou outils à sa disposition. Tout est permis. Iberia pointe en direction de Reggie qui se cache derrière les éveillés qu'il a soudoyés. Il sait déjà que ce connard a acheté les participants, et qu'ils vont foncer sur tout le monde pour atteindre la région intérieure en premier. Mais ignorant tout ce qu'il a dit, Tamba s'avance sans peur vers le binoclard aux cheveux couleur ketchup. La première étape commence immédiatement, l'examinateur Fujiwara attendant beaucoup de la jeunesse. Une version plus sexy de Toji pense que la qualité prime sur la quantité. Ce type, c'est éteint, et ses statistiques n'ont pas encore été révélées. À l'époque, lui et Jin étaient les 2 seuls à avoir écrasé la compétition. Éteint espère désespérément qu'il y aura quelqu'un comme ça parmi les éveillés pour éblouir tout le monde, mais ce genre de génie n'apparaît pas facilement, alors Fujiwara a de faibles attentes. Éteint se souvient de la rumeur d'un garçon ayant battu un monstre de niveau 8 juste après son éveil et se tourne vers Mandu pour lui demander si c'est vrai. Le commandant du Nord le confirme, ce qui les amène à se demander si ce même gars participe également au tournoi. Fujiwara est curieux de savoir quel genre de personne il est, alors il parcourt une liste d'options de l'école. Rinu et Seiya sont tous deux éliminés de ces suppositions, ne laissant que Hana Anu, une spécialiste du bois avec un niveau 16 de folie. Elle semble être une prodige, mais l'absence de réponse de Mandu indique que toutes ces suppositions sont fausses, même si Anu est la mieux classée ici. Éteint, curieusement, demande s'il y a des niveaux 0 dans le coin. Il y en a au moins un chaque année qui finit par se faire écraser par la compétition. En parlant de niveau 0, Reggie ridiculise le novice qui essaie de le défier, ne sachant pas que c'est le même gars qui a passé la serpillière avec 2 de ses gardes du corps. Au moment où notre gars sort l'arbalète de Charles, son visage se décompose sous le choc. Tamba comprend que ce clown le cherchait, tandis que Reggie est agacé par son ton insultant. Le prenant pour un simple provocateur, il fait signe à ses laquais de sauter sur notre gars. Sur ce, Reggie s'élance et part cibler la région intérieure. Maintenant, Tamba se retrouve avec un groupe de personnes qui ont tout un niveau supérieur au sien. Éteint n'arrive pas à comprendre comment un niveau 0 va défier plusieurs niveaux 6 et 7 comme ça. Iberia n'aime pas non plus la situation, craignant qu'il ne se fasse submerger par 4 assaillants. Il est déjà prêt à utiliser son atout dans une situation pareille. Un des sbires essaie de provoquer notre gars, poussant Tamba à lui ordonner de bouger. Un commentaire si anodin fait éclater de rire ce type car n'importe qui penserait que le gamin n'est qu'un frimeur qui a une grande gueule. Éteint aime bien la personnalité courageuse de Tamba et a l'intention d'intervenir s'il est sur le point de mourir. Le même sbire essaie de se mêler à nouveau de ses affaires, mais se fait défoncer le visage d'un seul coup de poing pendant que Tamba lui rappelle de bouger. Éteint n'arrive même pas à comprendre comment ce gamin a réussi à tuer instantanément un adversaire bien supérieur à lui en niveau. Les combattants environnants ont l'intention d'incinérer la menace imminente, tandis que Iberia ne peut même pas défendre son ami. Avec une attaque aussi massive, les autres pensent que le novice doit être cuit après ça. Mais cet homme n'a pas la moindre égratignure et impressionne tout le monde avec une défense réussie. Ses statistiques de défense pour la glace noire grimpent en flèche à chaque tentative réussie. Il n'arrive pas à croire qu'il a bloqué en utilisant l'élément de Léo, pendant que Tamba les met au défi de réessayer la même technique. Insulté,
ce type répète sa compétence de lance-flamme de Rambé à pleine intensité. Pendant ce temps, notre gars reste là et encaisse tout le coup. L'élémentaliste du feu a expulsé tellement de ses flammes qu'il a même subi un contre-coup et a épuisé tout son mana. Il pense que ce coup signera la fin de Tenma, mais cet homme apparaît indemne, utilisant un gantelet de glace noire, après avoir fait de nouvelles découvertes. Le reste du groupe est maintenant dans un vrai pétrin, car même l'attaque la plus puissante n'a causé aucun dégât. Il le frappe avec de nombreuses boules de feu, mais, encore une fois, rien ne le blesse du tout. Il change alors d'approche pour drainer son mana, mais cet homme comble l'écart et les attaque à une vitesse fulgurante. Dans une épreuve de force, il anéantit un autre éveillé, en battant un de plus. Les deux derniers sont des guerriers de la foudre. Pour ces gars-là, il les prévient même qu'ils ne pourront pas s'échapper, mais les idiots continuent et activent quand même leurs compétences doubles. Éteint n'arrive pas à croire qu'il est en train de voir un type de niveau 0 massacrer une équipe entière. Une fois tous à terre, Iberia félicite son coéquipier pour être incroyable. Personne ne croit qu'il est de niveau 0, mais Iberia rappelle à la reine que lui et son partenaire seront les meilleurs des meilleurs que le tournoi ait jamais vu. Régie est en chemin, pensant à l'arbalète, quand soudain il voit un autre éveillé le dépasser pour se faire électrocuter comme un chien. Régie rappelle à ce chien sa place, que personne n'est censé le dépasser. Il rassemble le reste de ses laquais et leur ordonne de rester groupés. Les examinateurs observent son arrogance pleinement affichée en tant que jeune maître de la famille Kinoshita. Malheureusement, rien n'est contre les règles, donc ils ne peuvent pas intervenir, tandis que Régie est pleinement confiant en sa victoire dans ce tournoi. Soudain, le gars entend quelqu'un l'appeler par son nom. Ce n'est autre que le duo dynamique de tout à l'heure. Tenma a survécu à l'équipe, ce qui l'amène à se demander comment diable ce type a réussi à faire ça. Il traite notre gars de déchet de niveau 0, mais Tenma s'en fiche, et Régie ne veut pas l'affronter de front, alors il fait signe à un autre grand groupe de 100 guerriers de les occuper. Tenma est heureux de les affronter de front et couvre les oreilles des Iberia avant de foncer à la vitesse de l'éclair, projetant Régie violemment. C'est sa façon de dire à ce salaud qu'il va régler ses comptes, et il ne laissera pas sa proie s'échapper avant que ce ne soit fait. Seiya et Rimuru ont des difficultés, mais finissent par atteindre le cercle intérieur. Ui et Akagami sont respectivement à la 3e et 2e place. Hanyu est en tête, dominant le classement. Elle est hors de leur portée, mais Iberia finit par atteindre la 6e place peu après avoir crié le nom de Tenma. L'homme du jour est toujours sur le champ de bataille, avec l'intention de farmer un groupe de 100 personnes au lieu de se diriger vers la zone d'arrivée. Même les examinateurs ne comprennent pas quel est le problème de ce gars. Éteint commence à se demander si cet homme pourrait réellement tous les massacrer. Régie considère notre gars comme un parasite qui est devenu une horreur qu'il ne peut plus ignorer, mais c'est 100 hommes contre 1, donc les chances ne sont clairement pas en sa faveur. La priorité absolue de Tenma est de venger Agea, au diable le tournoi. L'assaut commence alors que l'armée d'éveillés charge sur lui, mais notre gars ne bronche même pas et abat le premier assaillant, tuant le premier type d'un coup. Les autres commencent à douter de son statut de niveau 0, pendant que Tenma active l'éclosion du lotus pour réduire le champ de bataille en cendres. Le monde entier regarde ses compétences en ce moment, même ceux qui ont déjà terminé la zone. L'examinateur ne revient pas du rayon insensé de la détonation, tandis que Agea est impressionné par sa récente évolution. Mais le seul objectif de cet homme en ce moment est le crétin qui a cherché la bagarre avec lui. Il vient de tuer instantanément 100 membres du groupe, il ne reste donc plus que Régie. Tenma s'approche de lui alors que ce type a encore l'audace de penser qu'il peut gagner ce combat juste en criant très fort. Il déchaîne son coup ultime, le canon du tonnerre. Tenma lance le processus d'analyse et lui donne un coup de poing dans le ventre, le réduisant à un simple insecte. Régie supplie son assistant de lui sauver la vie qui enfreint volontairement les règles et entre dans le tournoi. C'est en fait un éveillé de niveau 35, donc Éteint est intéressé à l'éliminer immédiatement pour son intrusion. Notre gars peut sentir que quelqu'un approche à grande vitesse, mais il y a plus d'une personne. Là j'étais sur le point de l'atteindre quand Éteint l'a écrasé au sol, exhortant Tenma à continuer là où il s'était arrêté. Tenma regarde fixement le chien qui supplie pour sa vie. Mais avant qu'il puisse finir son histoire larmoyante, le gars lui pulvérise la tête, vengeant enfin Agea, Sawefu. Il met en pause le processus d'analyse pour le garder pour plus tard, mais une voix particulière attire son attention. Seiya et ses amis l'invitent à entrer. Elle est en chaleur pour cet homme après l'avoir vu massacrer ses éveillés, et c'est ainsi qu'il a atteint la zone intérieure à la 7e place. Iberia et Rimuru se lancent dans une sérieuse compétition de potes. Tous deux veulent revendiquer leur place de meilleur ami de Tenma. Ils se chamaillent, se ridiculisant et se provoquant du mieux qu'ils peuvent. L'examinateur conclut la première étape et explique que les concurrents doivent combattre des monstres dans la 2e étape pendant 1 heure d'affilée. C'est le niveau le plus excitant alors que les 7 remarquables concurrents accueillent leur prochain défi. Ils arrivent sur le lieu de l'épreuve. Ils sont tous curieux. Tandis que Seiya et Rimuru veulent tout savoir sur la capacité de notre gars, les examinateurs demandent aux candidats de se préparer, les rencontrant cette fois de plus près aux côtés des autres personnalités célèbres. Le test consistera à chasser des bêtes et à les tuer en fonction de points de difficulté. Vaincre un monstre entraînera un temps de recharge d'1 minute. Cela donne à Gaku l'envie de chasser immédiatement les monstres de plus haut niveau. Curieux, Tenma élève la voix pour poser une question, demandant si la classe cauchemar est vraiment la plus haute difficulté. La plupart d'entre eux ne pensent pas qu'il soit assez puissant pour abattre une telle menace,
mais Fujiwara révèle qu'il n'y a pas de limite supérieure pour les créatures de niveau cauchemar. Elles sont toutes différentes, donc il est inutile même d'y penser. La performance d'aujourd'hui sera également prise en compte pour leur future sélection en tant que sauveur de haut niveau, il est donc important d'obtenir un bon score. Se souvenant du score de 115 000 de Jin, notre héros s'est fixé pour objectif de surpasser le plus grand de l'humanité. Les concurrents entrent sur le terrain d'épreuve, marquant le début du test. Les premiers monstres sont faibles, alors Tenma active sa compétence de glace pour les achever rapidement et passer au niveau de difficulté suivant. Ethan est le seul à être ravi d'observer chacun de ses mouvements. Même maintenant, il regarde le gamin anéantir la horde de chiens en une seule seconde. C'est pourquoi Ethan l'apprécie, mais Fujiwara pense sûrement que le monstre de niveau 8 que Tenma affronte ensuite va lui donner du fil à retordre. Il est évident que n'importe qui aurait du mal à ce niveau, mais Mandu ne veut pas qu'il se concentre sur son élève, alors il détourne la conversation pour poser des questions sur les autres étudiants. Ils s'en sortent tous bien. La seule personne qui rivalise avec Tenma est Hanyu elle-même. Quant au combat de Tenma, il encaisse les flammes comme à son habitude et en ressort indemne. Il abat la créature d'un seul coup, l'éliminant en 5 secondes et gagnant 500 points. Ethan se demande pourquoi il n'a pas tué le monstre immédiatement, tandis que Tenma se concentre sur l'amélioration de ses stats de défense, c'est pourquoi il encaisse chaque coup. Le prochain obstacle est un Rhino Eleki. C'est un monstre plus difficile qui vaut 1000 points. Même un seul coup vous paralysera instantanément. Vaincre une telle créature requiert une vitesse implacable, mais Tenma s'en approche nonchalamment, exprimant même un intérêt pour sa corne. Le rhinocéros le projette violemment, mais cet homme ne sent rien. Il continue de donner un spectacle à son public. Grâce à ce coup encaissé, ses statistiques personnelles augmentent à nouveau. Maintenant, il est temps de mettre fin au combat. Alors Tenma fonce droit dessus et tue la créature en 7 secondes. Fujiwara crée du suspense pour le prochain monstre, car il est encore plus redoutable que le précédent avec une attaque et une défense absurdes. Cette créature est considérée comme l'une des bêtes du désastre les plus féroces des préliminaires. C'est le géant du purgatoire de classe cauchemar, mais toute cette hype ne sert à rien quand Tenma l'élimine d'un coup avec son orbe perforant, posant même nonchalamment après l'avoir tué. Il a fini de jouer avec ses jouets et demande aux examinateurs d'envoyer le prochain monstre de classe cauchemar. Seiya Izagi utilise son pouvoir pour transpercer le monstre à travers la bouche, prévoyant d'anéantir les 2 monstres restants pour enfin passer à la classe normale. Alors qu'elle se prépare, son système lui notifie qu'elle est sur le point de terminer la classe débutant. Ailleurs, Gakuo est convaincu qu'il sera le premier à atteindre la classe normale, tandis que Hana Hanyu décide de récupérer son mana avant de passer au niveau suivant. Soudain, le système fait une annonce retentissante. La classe cauchemar a été terminée par quelqu'un classé 21e, et en un temps record. Le message les secoue tous. Seiya est instantanément certaine que celui qui a fait ça doit être Tenma. D'un autre côté, les 4 sont complètement stupéfaits en apprenant qu'il a réussi à tuer instantanément un géant du purgatoire de niveau 15. Curieux de voir jusqu'où il peut vraiment aller, il décide d'augmenter la difficulté du défi. Alors que notre héros vérifie ses stats, la déception l'envahit. Il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a reçu, ce sont quelques points supplémentaires. Insatisfait, il décide d'abattre l'un des monstres. D'une seule attaque, il le transperce avec sa sphère, l'abattant instantanément. Une fois de plus, il se demande ce qu'est exactement la sphère et si elle a même une limite. Ethan remarque que la jauge est presque entièrement remplie de force, mais en même temps, elle comporte un défaut majeur. Pendant ce temps, notre héros fait maintenant face à une bête dont la vitesse surpasse celle de tous les monstres qu'il a rencontrés auparavant. Ethan explique que les géants du purgatoire sont souvent considérés à tort comme lents en raison de leur taille massive, mais en réalité, ils sont incroyablement rapides. Il explique en outre que, comme leur espèce ne contient pas de mana, leurs autres stats sont considérablement améliorés en échange. La bête parvient à esquiver chaque tir que notre héros lui envoie, uniquement grâce à sa vitesse écrasante. C'est à ce moment que Ethan réalise le défaut qu'il avait remarqué plus tôt. Les sphères noires peuvent infliger des dégâts dévastateurs, mais leur vitesse de vol est plus lente que celle des monstres de haut niveau. Pourtant, il observe que Tenma comprend bien les tactiques de combat, car il utilise le cri habituel du géant du purgatoire comme une ouverture avant de lancer son attaque. Cependant, il conclut également que si notre héros ne peut pas augmenter la vitesse de la sphère noire, il ne pourra pas progresser davantage. De son côté, notre héros commence à avoir du mal alors que le combat s'éternise, réalisant que le monstre peut facilement esquiver les attaques lancées à moyenne portée. Fujiwara s'inquiète, pensant que si notre héros continue de se fier uniquement à la sphère noire sans aucune contre-mesure, cela signifierait qu'il n'a plus d'autre technique. À leur grande surprise, cependant, Tenma se met soudainement à sourire. Il a trouvé la solution, comprenant comment frapper en anticipant le monstre au lieu de le poursuivre. Tous deux se précipitent l'un vers l'autre pour lancer une attaque. Le monstre balance son poing massif et l'abat sur notre héros, fissurant toute l'arène sous l'impact. Instantanément, le personnel commence à appeler l'équipe de secours, sachant qu'une attaque de rhinocéros électrique n'est pas une blague. Mais bientôt, tout le monde réalise que l'attaque ne l'a jamais touché. Le monstre regarde autour de lui, confus, incapable de localiser sa cible. Par derrière, notre héros frappe le monstre avec sa sphère noire, lui arrachant complètement le visage. Le combat se termine en seulement 12 secondes.
Agea n'arrive pas à croire que Tenma a réussi à vaincre un monstre géant de manière si décisive. Quand les autres, Izumi et Fujiwara, se tournent vers elle, il remarque son air inquiet. Un spectacle rare, en effet. Elle essaie à la hâte de minimiser la chose, affirmant qu'elle priait simplement pour la sécurité de tous et qu'elle aurait réagi de la même manière même si c'était quelqu'un d'autre. Ces explications excessives leur font seulement penser qu'elle est devenue étrangement extravertie récemment. Le vieux se retourne vers Etain, se demandant pourquoi Tenma avait esquivé les attaques au lieu de contre-attaquer de front. Etain explique que la vitesse du protagoniste est en fait comparable à celle d'un géant du purgatoire. Une fois que l'électricité commence à circuler dans son corps, sa vitesse augmente drastiquement. Et avec cette compétence active, un géant du purgatoire ne peut pas lui porter un coup. Ravi, le vieux déclare que le protagoniste mérite vraiment la première place. Cependant, notre héros n'a aucune intention de s'arrêter. Son but est de surpasser l'humain le plus fort, Jintewa, et faire une pause maintenant signifierait seulement perdre sa progression. Sans hésitation, il continue de combattre les monstres du purgatoire les uns après les autres. Le vieux se souvient que même Etain a réussi à atteindre la phase 4 en une seule tentative. Etain précise qu'il a seulement réussi à y arriver, et pas plus loin. Malgré tout, ils reconnaissent que Etain lui-même avait atteint sa limite à la phase 3. Avec cette pensée persistante, il continue de regarder notre héros alors qu'il combat sans relâche. Tenma élabore alors une stratégie pour abattre le deuxième monstre, et son plan réussit sans accroc. Pour le troisième, cependant, son approche est entièrement différente. Il se laisse volontairement dévorer par le monstre pour ensuite le déchiqueter de l'intérieur. Notre héros élimine les géants du purgatoire en seulement 13 secondes. Fujiwara est choqué en voyant la compétence qui a anéanti des tonnes de participants lors de la première étape. Le mana de notre héros est épuisé, mais tant que la bête du désastre continue d'apparaître, son effet passif de détection de mana remplira sa réserve. À ce moment-là, la phase 4 de la classe cauchemar commence, et 4 géants du purgatoire se dressent devant notre héros. Grâce à sa compétence passive, son mana est restauré de 40%. Si notre protagoniste termine la phase 4, il surpassera le record de Etain, et personne à part Jintewa n'a réussi à la terminer, ce qui rend Etain encore plus curieux de voir les limites de notre héros. Chaque fois que la vitesse de vol de sa compétence, perforation de la sphère véritable, augmente, la précision augmente également. Donc si Tenma augmente la vitesse encore quelques fois, il pourra facilement placer ses attaques sans s'approcher de son ennemi. Cependant, avec une quantité de mana limitée, Tenma doit faire en sorte que chacune de ses attaques compte. Soudain, le géant du purgatoire lance des chaînes de partout et empêche notre héros de bouger. Le géant frappe le sol de son poing et saisit notre héros dans ses poings. Notre héros réalise qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Et pour empirer les choses, le géant lui broie les os et le rejette au sol. Voyant notre héros blessé et saignant au combat, Fujiwara presse Etain de l'aider. Etain est surpris, se demandant si c'est là que le pouvoir de notre héros atteint ses limites, et il se revoit en lui. Il se précipite pour aider le combattant quand Izumi l'arrête par derrière, disant que Tenma a encore de la ressource. Tout le monde essaie de faire comprendre à Izumi que ce n'est pas le moment de discuter de la capacité de Tenma à se battre, car s'il ne le sauve pas, il mourra. Cependant, Izumi reste ferme, convaincu que notre héros a encore un atout dans sa manche. Fujiwara est surpris que Izumi le sache, et ce dernier explique qu'il peut le voir dans les yeux de notre héros. Ce regard n'est pas celui de quelqu'un qui a accepté la mort. Notre protagoniste se dresse devant le géant du purgatoire, refusant de mourir au combat après tout ce qu'il a accompli. Pendant le combat contre Reiji Kinoshita, Overmumezi a activé sa compétence, mais notre héros a arrêté l'analyse juste avant la fin, et tout ça pour un moment comme celui-ci. Notre héros reprend son analyse, et elle se termine instantanément. Soudain, Agaya se réjouit en voyant le lotus bleu du combattant. Fujiwara se demande à quoi sert le lotus dans cet état, et Etain se demande ce qui se passe avec Agea. La compétence onde de tonnerre de notre héros s'active. Son effet actif absorbe dans le corps les attaques de foudre de rang B ou inférieur, et libérer l'énergie de foudre absorbée augmente l'agilité de sang. Avec cette compétence, notre héros restaure entièrement sa santé et arrête de s'amuser. Fujiwara est surpris de voir notre protagoniste guérir soudainement plus vite qu'un soigneur spécialisé après avoir été si malmené. Il n'arrive pas à croire que ce combattant possède autant de compétences. Tenma transperce les géants du purgatoire en un instant et termine la phase 4 en 31 secondes. Notre héros est certain que peu importe le nombre de géants qui l'attaqueront maintenant, il ne perdra pas. À ce moment-là, un géant l'attaque par le dessus, et il tire sur le géant, le tuant en un instant. La vitesse de vol de notre héros augmente de 2700% alors qu'il continue de tuer les géants. Il termine la phase 5 en moins d'une minute, puis la phase 6 en 1 minute et demie. En regardant Tenma tuer sans effort les géants du purgatoire et terminer toutes les phases, les spectateurs sont bouche bée. Ils ne savent pas si le vrai monstre est lui ou les géants du purgatoire. Notre héros s'assoit en attendant d'autres géants du purgatoire, mais aucun n'apparaît. Fujiwara, toujours sous le choc, frappe le micro et dit à Tenma qu'il a anéanti tous les géants du purgatoire qu'il avait en réserve. Notre héros est surpris d'avoir vaincu tous les géants du purgatoire car il ne savait pas qu'il y avait une limite de difficulté. Après avoir perdu le compte des victimes dans la bataille, il se demande combien il en a tué. Comme notre protagoniste ne peut pas monter de niveau, l'expérience des bêtes de calamité qu'il a tuées se transforme en pierre de karma.
Fujiwara est surpris de voir une pierre de karma sur le terrain d'essai, et en voyant sa couleur bleue, il sait qu'elle contient au moins 10 000 points d'expérience. Izumi explique que notre héros ne peut pas absorber l'expérience, donc ses XP sont transformés en pierre de karma à la place. À ce moment-là, notre héros franchit la porte, et Fujiwara l'accueille en louant son potentiel. Il invite Tenma à l'accompagner, lui promettant un bon instructeur. Notre héros refuse poliment l'offre car il a déjà un professeur. Fujiwara essaie de le convaincre, arguant qu'un instructeur quelconque ne peut pas gérer un talent comme le sien, et que seule une personne avec des relations et des ressources peut lui être bénéfique. Eton dit au vieil homme d'arrêter de harceler le jeune talent. Sinon, il ne fera que le détester. Le vieil homme essaie de convaincre Eton de persuader notre héros, car ils ne peuvent pas laisser quelqu'un gâcher son talent. À ce moment-là, notre héros remercie Eton, et le visage du vieil homme est choqué quand Eton mentionne que ça ne le dérangeait pas d'aider l'élève d'Izumi. Fujiwara est choqué que le jeune talent soit l'élève d'Izumi. Il comprend maintenant le talent de Tenma. Izumi vérifie si son élève a des blessures, mais en voyant à quel point il était motivé pour affronter la phase 7, elle sait qu'il n'est pas blessé. Notre héros dit à son maître qu'il n'est pas blessé, mais que son endurance est épuisée, tout en l'assurant qu'il peut récupérer après une courte pause. Fujiwara comprend maintenant les compétences du jeune talent. Les autres élèves des Izumi ont également anéanti toutes les bêtes de calamité lors de la deuxième étape. Notre héros demande si Tewa a également atteint la phase 6, mais le vieil homme explique qu'à l'époque, il n'avait qu'un maximum de 4 phases. Quand ce ne fut plus suffisant, ils l'ont augmenté à 8 cette fois, puis étendu à la phase 6 après cela. Izumi emmène alors son élève regarder les autres participants entrer dans la deuxième étape. Pendant ce temps, Rimi est trop fatigué après avoir terminé une classe difficile et trouve la classe cauchemar impossible à passer, alors il abandonne. Sei a déjà fait de son mieux et a étouffé les monstres dans une sphère d'eau géante. Avec son mana presque épuisé, elle trouve aussi le niveau suivant trop impossible et abandonne. Notre héros est surpris de les voir déjà éliminés car il attendait plus d'eux. Fujiwara lui rappelle que la plupart des participants n'arrivent même pas à terminer la classe normale. Et vu la rapidité avec laquelle ils ont vaincu le rhinocéros électrique, il est certain qu'ils finiront dans le top 10. Cependant, les deux combattants ne sont pas sortis après avoir abandonné, car il est interdit de quitter le terrain d'essai, sauf en cas de blessure grave. D'un autre côté, les autres participants atteignent la classe cauchemar. Eton est convaincu que Gaku pourra abattre au moins un géant du purgatoire avec son artefact rare. Mais pour Shion Akagami, qui est une utilisatrice de Shikigami, être arrivé si loin montre son engagement dans le combat. Shion se transforme en un monstre géant et frappe le géant d'un coup de poing puissant. Notre héros est surpris que les Shikigami puissent prendre différentes formes et se demande si le papillon de jade d'AGA peut le faire aussi. Cependant, AGA lui dit qu'elle ne peut pas le faire, et que c'est la première fois qu'elle voit une transformation. Les Shikigami ont différentes variétés, et leurs capacités sont un mystère. Et elle conseille à notre héros d'être prudent s'il rencontre un jour un Shikigami. Notre héros réalise maintenant à quel point les Shikigami sont forts et décide de donner désormais tous les gains des XP au chien noir qu'il a volé à Charles. Avec Seiya et Rimu déjà éliminés, Artema ne voit aucune raison de rester et décide de partir. À ce moment-là, Ibra attire son attention, et il est choqué de voir son armure. L'épique équipement du dragon est l'artefact le plus puissant que le père d'Iberia lui ait laissé. L'artefact a sa propre volonté et choisit son maître. Ibera a traversé l'enfer pour obtenir l'armure, et avec elle, ses statistiques augmentent chaque minute. Cependant, s'il la porte plus de 15 minutes, il subira une pénalité, il doit donc terminer avant cela. Alors que Ibara affronte les géants du purgatoire, il sait que l'annonce de la fin de la classe cauchemar venait de Tenma. Il fait de son mieux pour ne pas ralentir son ami, car à deux, ils sont 2 fois plus forts. Ibra saute sur le géant, brisant son armure, et avec cela, la deuxième étape se termine. Fujiwara annonce que seuls les 10 premiers avec les points les plus élevés accéderont à l'événement principal du tournoi national. Les 2 premiers recevront des récompenses spéciales. Gaku est convaincu que personne d'autre que Hanyu n'aura plus de points que lui, et qu'il obtiendra cette récompense spéciale. Fujiwara procède à l'annonce du top 10, et tout le monde est choqué en voyant le classement. Tout le monde est surpris de voir notre héros marquer plus de 100 000 points, car même Jintewanen n'avait marqué que 60 000. Ils savent qu'il peut facilement prendre la première place du pays avec ce score. Chaque géant du purgatoire ne rapporte que 5 000 points par victime, et Rimu se demande combien notre héros en a tué pour obtenir son score ridicule. Cependant, Gana n'arrive pas à croire qu'il a obtenu la 3e place, et qu'un type dont il n'a jamais entendu parler a marqué autant de points. Seiya est contrariée de voir l'écart de puissance entre Tenma et elle sent qu'elle n'est pas faite pour un rôle de combattante. Fujiwara annonce la fin des qualifications provinciales, et Tenma est en tête du classement national avec une avance de 65 000 points. Ibra ne peut pas voir le visage de son père, mais il sait qu'il est heureux. Il applaudit son ami qui a pris la première place, mais il est aussi fier de lui-même pour ne pas avoir fait honte à son nom. Les qualifications du 21e tournoi national de l'Alliance des Sauveurs sont terminées, et notre héros emporte son ami après une dure bataille. Pendant ce temps, dans le district 1 du continent sud, un combattant est agacé de devoir sortir si tôt pour regarder un vieil homme méditer. Son ami l'avertit d'être prudent car le vieil homme en face de lui est le commandant du continent sud qui peut prédire l'avenir. Cependant, le combattant se demande pourquoi ils ne sont prévenus qu'après le déploiement des barrières à chaque fois.
Car si Bargar peut prédire l'avenir, il devrait pouvoir dire à l'avance où les monolithes tomberont. Bargar ne peut prédire qu'un court laps de temps dans le futur. Mais la raison pour laquelle il côtoie les poids lourds de l'humanité comme Izumi est que sa prophétie est précise à 100%. Soudain, Bargar panique et tombe. Ses disciples l'aident à se relever, et il s'écrie que le Nord est en danger. Une bête de calamité massive est sur le point d'attaquer le continent Nord, et parmi elles se trouve une bête dépassant le niveau 100. Les statistiques de Tenma dépassent enfin les 1500 points. Normalement, chaque montée de niveau ajoute 50 points de statistiques, donc 1500 place notre héros autour du niveau 30 pour un éveillé normal. L'agilité et la défense peuvent augmenter à l'infini grâce aux compétences passives, et le mana se régénère à l'infini avec le passif de sens du mana. Mais la puissance d'attaque est la seule chose que notre héros n'a aucun moyen d'augmenter, et il se demande s'il le peut. À ce moment-là, ses amis l'appellent pour dîner, il met cela de côté pour l'instant et décide de trouver plus tard un moyen d'obtenir une compétence pour augmenter sa puissance d'attaque. À table, notre héros s'aperçoit que Ibera est absent. Adia lui dit qu'elle l'a soigné plus tôt et que ses blessures sont guéries, mais qu'il était extrêmement épuisé, donc il dort encore. Rimu était surpris que Iberia ait terminé la classe cauchemar que même lui et Seiya n'avaient pas pu vaincre. Soudain, Seiya est surprise en voyant quelque chose derrière. Elle dit à Rimu de regarder derrière lui, et une grande silhouette effraie aussi Rimu. Iberia se jette sur la nourriture et commence à manger désespérément. Rimu le gronde pour lui avoir fait peur et pour manger à la table de quelqu'un d'autre. Ibera pose l'assiette, ce qui fait penser à Rimu qu'il veut se battre. Mais au lieu de ça, il se contente de soupirer après avoir mangé un plat délicieux. Après avoir appris que Rimu a préparé le repas, Iberia lui dit d'arrêter d'être un éveilleur et de devenir chef à la place, car il est plus doué pour ça. À ce moment-là, Izumi interrompt leur repas et demande aux sauveurs ce dont ils ont le plus peur. Rimu prend un moment pour réfléchir à ce dont il a peur. Son rêve est de devenir un sauveur et d'économiser beaucoup d'argent pour parcourir le monde et savourer de la nourriture gastronomique, donc sa peur est de vieillir. Il craint qu'en vieillissant, il n'ait plus l'énergie de voyager, et que son goût se détériore au point de ne plus pouvoir distinguer les saveurs. Seiya est née dans une famille de médecins, elle a donc grandi dans un hôpital. Dès son plus jeune âge, elle a vu tant de gens souffrir de toutes sortes de maladies. Cela l'a traumatisée au point qu'elle est terrifiée même quand quelqu'un a un simple rhume. Notre héros réalise maintenant que Seiya s'est enfui parce qu'il a éternué l'autre jour. Izumi leur dit que la vie d'un éveilleur est 2 fois plus longue que celle d'une personne normale, et qu'ils tombent rarement malades, donc ils peuvent maintenant abandonner leur peur. Cependant, la peur des Iberia était de ne pas réussir les qualifications. Et maintenant qu'il a réussi, il a peur de ne pas pouvoir se battre aux côtés de Tenma. Après avoir avoué sa peur, il pousse Tenma à révéler la sienne. Tout le monde pense que le Ramin n'a peur de rien. Notre héros révèle qu'après la mort de ses parents, il était anxieux pour sa survie. Son corps était submergé par des émotions comme l'impuissance, la rage et le chagrin jusqu'à ce que Seiya et Rimu apparaissent devant lui. Alors qu'il pleurait, ils se sont approchés de lui et lui ont rappelé de regarder le beau ciel au lieu de baisser les yeux. Ils lui ont proposé de l'emmener à l'hôpital s'il était malade et de la nourriture pour effacer tous ses soucis. La chaleur de ses amis l'a sorti de ce monde négatif. Et après cela, il a rencontré Sensei, Agea et Iberia. Cela lui a donné l'impression d'avoir gagné une famille. Notre héros avoue que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti un tel soulagement, et il souhaite que ce moment puisse durer éternellement. Mais par-dessus tout, il avait peur de vivre seul. Agea est ému de voir notre héros si doux et calme, complètement différent de l'aura glaçante qu'il avait auparavant. Iberia lui saute soudainement dans les bras et promet de ne jamais le quitter. Izumi leur dit qu'il a posé cette question à tout le monde pour tester s'il y avait une possibilité qu'il regrette la voie qu'ils choisissent en devenant des sauveurs et en affrontant un vrai danger, car un sauveur ne doit jamais regretter. Il dit à tout le monde de garder à l'esprit qu'une mort sans regret est l'objectif ultime de chaque sauveur. Il dit ensuite à tout le monde de se reposer car Kisaragi et Harino doivent retourner demain dans le district nord. Le lendemain matin, tout le monde se dit au revoir. Iberia demande à Rimu de lui refaire sa cuisine maison un de ces jours. En le voyant pleurer, notre héros se demande quand il est devenu si proche de Rimu. Notre héros réalise qu'il voulait demander quelque chose à Seiya et décide de le lui demander lors du tournoi principal. Soudain, Agea arrive en courant, se précipitant vers eux pour informer Izumi d'une information top secrète du continent sud. Elle dit à Izumi que le niveau d'habilitation pour cette information est extrêmement élevé, et qu'elle ne peut être divulguée qu'aux sauveurs de niveau 50 ou plus et aux commandants de continent. Izumi dit à Agea de révéler l'information car il fait confiance à notre héros et à ses amis. Agea informe Izumi de la prophétie de l'ancien Bargar selon laquelle une attaque massive de bêtes du désastre aura lieu sur le continent nord dans les 3 prochains jours. Tenma se demande si la prophétie est fiable, et son ami lui dit que Bargar est un prophète renommé sur les 5 continents, et que sa prophétie est comme un futur confirmé. Agea presse Izumi de quitter rapidement le continent nord. Izumi sait qu'il doit y avoir une raison pour que les bêtes du désastre lancent une attaque massive, et il pense qu'il est probablement la cible. Izumi envisage de rester sur le continent nord pour servir d'appât, mais Agea soutient que le combat n'est pas sa spécialité et qu'il ne devrait pas risquer de rester. Elle le presse d'évacuer vers le continent central pour le moment. Notre héros est d'accord avec Agea et propose de rester pour se battre. Cependant, Izumi refuse de reculer et dit à Tenma qu'il veut qu'il fasse autre chose. Notre héros soutient que protéger son maître est la chose la plus importante,
mais Izumi lui dit que le père d'Iberia, Eden, est l'artisan le plus doué des 5 continents, et que ce serait grave s'il lui arrivait quelque chose. Izumi demande donc à son élève d'aller avec Iberia pour protéger Eden et décide d'envoyer aussi quelques éveilleurs en renfort. En voyant Izumi diviser ses forces juste pour protéger le père d'Iberia, il se demande s'il essaie de l'éloigner du champ de bataille. Izumi demande alors 3 choses à Agea. Il lui demande d'annoncer l'attaque aux résidents des continents du Nord et de faire en sorte que les éveilleurs de niveau 50 et moins les évacuent en toute sécurité. L'autre ordre est de notifier les éveilleurs de niveau 50 et plus du continent et de les préparer à intercepter les bêtes du désastre à tout moment. Il demande à Étain de venir également dans le district Nord où la population est faible afin de ne pas risquer de mettre des civils en danger, car il prévoit d'intercepter les bêtes du désastre de front. Agea informe son père que toutes les dispositions ont été prises et que Étain arrivera bientôt. Alors qu'il la congédie, il remarque une trace d'hésitation dans son expression. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser qu'elle est curieuse d'une chose, pourquoi il a choisi d'envoyer Tenma auprès d'Eden en premier lieu. Agea est incapable de cacher cette curiosité, et ne voyant aucune raison d'éviter le sujet, il décide de s'expliquer. Il lui dit qu'il s'attend à l'apparition des bêtes du désastre prophétisées, des monstres dont les niveaux pourraient facilement dépasser 100. Si Tenma devait rencontrer de tels êtres, il serait forcé de se battre sérieusement. Et ce faisant, il exposerait involontairement toutes les compétences qu'il possède actuellement. Agea rétorque immédiatement, soulignant le danger de cette logique. En révélant si ouvertement les meilleures capacités de Tenma, ils informeraient également les bêtes du désastre de ses forces, leur donnant le temps de préparer des contre-mesures et de le tuer quand même. Son père partage alors une autre observation qu'il a faite sur Tenma. Malgré sa polyvalence, il manque nettement de puissance d'attaque brute. Selon une rumeur qui circule dans les cercles de haut niveau, Eden possède un artefact capable d'augmenter considérablement la force offensive. Si Tenma parvenait à acquérir cet artefact, il deviendrait un éveilleur possédant presque toutes les capacités possibles, comblant ainsi la seule lacune qui le freine actuellement. Vers 20 h, le premier jour de la prophétie, des monolithes commencent à pleuvoir sur les districts du continent Nord, marquant le début officiel de l'assaut. Dans le district Nord 2, Tenma et Iberia sprintent dans les rues en direction du père d'Iberia, pleinement conscients qu'une attaque de bêtes du désastre pourrait survenir à tout moment. Soudain, ils aperçoivent un monolithe descendant du ciel et réalisent que l'attaque a déjà commencé, atterrissant en plein centre de la ville. Tenma n'est pas sûr que tous les citoyens aient réussi à évacuer. Si une bête du désastre devait apparaître maintenant, les victimes seraient inévitables. Alors que la panique se propage, les citoyens de la ville commencent à fuir pour sauver leur vie, tout comme l'ancien Bargar l'avait prédit. Pendant ce temps, Tenma observe attentivement la barrière qui se forme autour de la zone. Il se retrouve déchiré entre 2 choix difficiles, sauver les civils, sachant que les abandonner entraînerait d'innombrables morts, ou se concentrer entièrement sur leur mission, sachant qu'aider les civils ne ferait que les ralentir et deviendrait un obstacle majeur. Il réalise qu'il ne peut se résoudre à demander à Iberia d'aider aux évacuations. Iberia est clairement inquiet pour son père et n'a même pas demandé de pause bien qu'il soit très épuisé. Cependant, avant que Tenma ne puisse dire quoi que ce soit, Iberia suggère volontairement d'aider d'abord les civils. Sur ce, il change rapidement de plan, décidant d'éliminer la bête du désastre dans la ville avant toute autre chose. À l'intérieur de la ville, un golem de flamme, niveau 21, est déjà apparu. Plusieurs héros tentent désespérément de le retenir, mais leurs niveaux sont radicalement inférieurs à ceux de la bête, ce qui rend la situation complètement perdue d'avance. Alors qu'il échange des regards et évalue les dégâts, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Un par un, ils décident de faire demi-tour et de fuir pour sauver leur vie, tous sauf un élémentaliste de Léo. L'homme se précipite pour affronter le monstre bien que la peur étreigne tout son corps. Il est sur le point de faire dans son pantalon, mais il refuse de montrer sa terreur extérieurement. À force de détermination, il parvient à abattre le monstre une fois. Cependant, alors que le golem de flamme se ranime, il pousse un rugissement assourdissant et libère une vague de flammes massive. À ce moment-là, tout le monde réalise la même chose. Ils sont sur le point d'être transformés en poulets grillés. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Tenma apparaît et bloque les flammes, les défendant sans effort. Il ordonne immédiatement à Iberia de guider les civils en lieu sûr pendant qu'il s'occupe seul de la bête. Les civils regardent avec incrédulité le mur de glace qui les protège et demandent frénétiquement à Iberia s'ils sont des sauveurs. Iberia nie rapidement l'affirmation, bien qu'il déclare avec confiance qu'il surpassera un jour Jintewa. Les civils, encore secoués, s'en prennent à lui, le traitant de morveux bien qu'il leur ait sauvé la vie, puis leur attention se tourne vers notre héros. Il remarque Tenma, debout, entièrement couvert d'une armure de glace. Pendant un instant, il se demande si son corps lui-même est une sorte d'artefact. Quelque temps auparavant, Izumi avait averti Tenma au sujet de la sphère noire qu'il utilise. Bien qu'elle possède une immense puissance, son temps d'incantation est bien trop long. Contre une bête du désastre vraiment puissante, sa vitesse de vol ne peut même pas être considérée comme rapide. Si le premier tir manquait sa cible, l'ennemi deviendrait immédiatement prudent, rendant un second coup encore plus difficile à placer. Izumi lui a conseillé de l'éviter autant que possible et de ne s'en servir qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il était certain de pouvoir achever l'adversaire d'un seul coup. De retour au présent, Tenma réalise que l'utilisation de la sphère noire au milieu d'une foule ne ferait qu'attirer davantage l'attention sur lui,
surtout alors que les gens chuchotent déjà qu'il est un éveilleur de haut niveau. Il décide plutôt de se fier uniquement à une force écrasante. En activant son onde de foudre, il saute dans les airs et assène un coup de pied dévastateur directement à la tête du monstre, l'envoyant s'écraser au sol. Les spectateurs restent sans voix. Une bête de calamité se fait massacrer par quelqu'un qui ne semble pas plus âgé qu'un adolescent. Beaucoup supposent que le golem de flamme devait déjà être gravement blessé. Cependant, les civils qui ont assisté au combat de près savent que ce n'est pas le cas. Ils n'arrivent pas à croire qu'un golem de flamme de niveau 21 n'ait même pas pu l'effleurer. Cela ne fait qu'approfondir leur confusion, les amenant à se demander qui est vraiment Tenma. Dès que le monstre est vaincu, Tenma et Iberia s'enfuient immédiatement des lieux. Les héros restants sont laissés dans un silence stupéfait, incapables d'assimiler l'écrasante démonstration de puissance à laquelle ils viennent d'assister. Tout en courant aux côtés de son partenaire, Tenma réfléchit au combat. Le fait qu'une mise à mort instantanée ait été impossible contre une bête de calamité de ce niveau n'augure rien de bon pour la suite. Si des monstres comme celui-ci ne sont que le début, alors ce qui les attend sera bien pire. Une chose est claire pour lui maintenant. Il doit trouver un moyen d'augmenter sa puissance, peu importe le prix. Iberia est stupéfait par la vitesse de son ami. Cependant, notre héros pense que sa vitesse est inutile sans la puissance. Iberia en réalise la vérité et lui dit qu'il y a un moyen d'augmenter la puissance d'attaque. Il dit donc à Tenma que l'entrepôt de son père est rempli d'artefacts, et qu'il doit bien y en avoir un qui pourrait augmenter la puissance d'attaque. Et comme il est fort et élève des Izumi, son père lui en donnera certainement un. Iberia se met à baver en imaginant son ami couvert d'artefacts et le presse de se rendre chez lui pour obtenir quelque chose de son père. Notre héros pensait retenir sa vitesse, mais en voyant son ami halter autant malgré son agilité, il réalise qu'il a du mal à suivre. Alors, notre héros attrape son ami pour qu'il ne soit pas trop fatigué pour combattre la bête de calamité et prend ses jambes à son cou. Iberia hurle de panique parce qu'ils vont trop vite, mais notre héros lui dit de supporter, car ils ont perdu trop de temps. Après une courte course, Iberia pousse un soupir de soulagement d'être arrivé en un seul morceau. Notre héros se demande pourquoi le père de son ami vit dans une forêt profonde alors qu'une ville est beaucoup plus sûre, et Iberia explique que son père trouve qu'il y a trop de bruit pour se concentrer sur l'artisanat en ville. Cependant, il met en garde son ami de ne pas sous-estimer la défense, car il y a des tonnes de pièges partout. Notre héros comprend maintenant pourquoi il sentait des traces de mana, et son ami l'assure qu'il n'aura aucun problème tant qu'il suivra le chemin. Tenma sait qu'il peut éviter les pièges avec sa perception du mana. Son ami, trop sûr de lui, marche soudainement sur un piège. Il commence à paniquer car le piège sur lequel il a marché est le plus problématique. Notre héros sent le mana s'intensifier, et soudain, un golem de fer épique se dresse devant eux. Notre héros est surpris que le vieil homme possède même des artefacts humanoïdes. Le golem de fer balance son bras pour attaquer Iberia, mais notre héros s'interpose et bloque le coup de poing. Alors que notre héros fait face au golem, il sait que la puissance d'attaque de l'artefact est supérieure à la sienne. Cependant, il ne peut pas détruire l'artefact avec sa sphère perforante véritable car il est destiné à protéger le père de son ami. Il demande à Iberia s'il y a un moyen d'arrêter le golem, et Iberia lui dit de viser la pierre de karma dans sa poitrine car c'est la source d'énergie. Notre héros active son onde de foudre car il a peut-être moins de puissance d'attaque, mais il est plus rapide. Il grimpe rapidement sur le bras du golem de fer et lui vole sa pierre de karma. Soudain, Iberia crie à Juzuc d'arrêter. Notre héros est surpris en se retournant et en trouvant un homme qui tente de le frapper. Juzuc explique qu'il pensait qu'il était des bandits, et notre héros se demande comment il s'est faufilé sans aucune onde de mana. Plus encore, il est surpris de voir l'épée disparaître. Iberia présente son ami à Juzuc et essaie de lui donner plus de détails, mais notre héros est pressé d'en venir au fait. Juzuc leur dit que le vieil homme est à l'arrière, mais les avertit d'être prudents car il est de mauvaise humeur. Iberia annonce avec enthousiasme à son père qu'il a réussi les qualifications et qu'il a terminé la classe cauchemar, se classant 4e de la région. Il demande à son père de tenir sa promesse et de lui donner un artefact de son choix. Mais au lieu d'un artefact, Iberia reçoit une gifle au visage. Son père lui demande de rendre l'équipement du dragon qu'il a volé. Iberia essaie de protester en disant qu'il a juste emprunté l'artefact, mais son père le gronde pour son imprudence, car porter l'équipement du dragon trop longtemps a des conséquences irréversibles. Iberia sort en colère, et le vieil homme se tourne vers notre héros, le reconnaissant comme l'élève des Izumi. Notre héros se présente et explique au vieil homme qu'il a été envoyé pour le protéger en raison de la prophétie concernant une attaque massive de bêtes de calamité. Le vieil homme sait que Izumi a des critères élevés et prend rarement des disciples, ce qui l'amène à se demander pourquoi il choisirait quelqu'un d'aussi ordinaire que notre héros. Soudain, les yeux du vieil homme s'écarquillent de stupeur en réalisant que le niveau du gamin en face de lui pourrait être fixe. Le vieil homme pense que notre héros truque ses statistiques avec une sorte d'artefact, mais Tenma lui dit que ce n'est pas le cas. Le vieil homme comprend maintenant pourquoi Izumi a demandé cet artefact. Il dit au gamin que son maître est doué pour évaluer les profits et les pertes et qu'il exige toujours un retour. Cependant, notre héros n'a rien entendu parler d'un retour et on lui a seulement demandé de garder le vieil homme. Eden dit à notre héros qu'il a reçu une demande pour un certain artefact en échange de la protection du disciple des Izumi. Notre héros ne voit pas d'inconvénient à protéger le vieil homme même sans rien obtenir, mais le vieil homme ne voit pas d'inconvénient à lui en donner un. Cependant, Eden se demande pourquoi Izumi a spécifiquement choisi un produit défectueux.
À l'origine, c'était un objet conçu pour libérer la puissance d'attaque maximale d'un éveillé, mais une fissure est soudainement apparue dessus. Le rang de l'artefact est devenu inconnu, et un mystérieux effet brisé y a été ajouté. L'effet brisé est que le taux de critique se réinitialise lorsque le niveau de l'utilisateur augmente. L'artefact devient donc complètement inutile pour un éveillé normal. Le vieil homme ne comprenait pas pourquoi Izumi avait demandé cet artefact, mais maintenant qu'il voit ses statistiques, il comprend la raison. Le vieil homme trouve notre protagoniste spécial. Il ne sait pas comment il devient plus fort, mais il croit que l'artefact pourrait être parfait pour Tenma, dont le niveau n'augmente pas. À mesure qu'il vaincra des bêtes de calamité, son taux de critique atteindra finalement 100%, et à l'avenir, chaque attaque sera renforcée 10 fois. Notre héros équipe le cristal critique brisé, mais le taux de critique n'augmente que lorsqu'il bat des ennemis avec une puissance d'attaque supérieure à la sienne, ce qui est un peu difficile. Il décide donc de trouver des contre-mesures après avoir survécu à l'attaque. Eden trouve que l'artefact convient à Tenma. Notre héros remercie le vieil homme, mais Eden estime qu'il fabrique l'artefact pendant qu'il combatte les bêtes, donc des remerciements ne sont pas nécessaires. Il assure à notre héros que les bêtes de calamité n'attaqueront pas un endroit aussi reculé à moins qu'elles ne connaissent déjà sa position et lui dit de se reposer. Soudain, quelque chose tombe. Et alors que tout le monde lève les yeux, ils sont surpris de voir une barrière verte dans le ciel. Seuls les commandants en chef des 5 continents connaissaient l'emplacement des Eden, ce qui l'amène à se demander si la chute de la pierre monumentale ici était une coïncidence. Juzuc ordonne à tout le monde de rester en arrière, mais notre héros lui dit que les bêtes de calamité se dirigent déjà vers eux. Notre protagoniste peut sentir quelque chose s'approcher d'eux à une vitesse incroyable. Les bêtes se précipitent, et l'une d'elles lance ses griffes acérées sur Tenma. Notre héros saisit la bête et la tranche en deux. Peu importe combien de bêtes de ce niveau l'attaquent, notre héros est confiant qu'il peut facilement les achever avec une explosion du lotus. Il pense que Juzuc pourrait aussi encaisser l'explosion du lotus, mais craint que Eden et Iberia, cachés dans la hutte derrière, ne soient impliqués s'il utilise l'explosion du lotus trop imprudemment. Notre héros élimine les bêtes et recule. Il ressent soudainement une autre vague de puissance magique beaucoup plus forte alors que d'autres bêtes se dirigent vers lui. Pendant ce temps, le roi démon, Yamaraja, informe son seigneur que la première vague de l'avant-garde, composée d'éclaves de classe inférieure, a été envoyée dans le monde humain. Il demande au seigneur lequel des 8 rois démons devrait se voir confier le commandement de la force principale. Cependant, le seigneur leur dit qu'il a vu l'existence d'une personne importante dans le monde humain avec l'œil qu'il a laissé derrière lui lors de sa dernière visite, et il veut qu'il le capture. Yamaraja demande si cette tâche sera également confiée à l'un des 8 rois démons, mais le seigneur pense qu'un roi démon détruirait l'œil qu'il a laissé et décide de confier la tâche à un général démon à la place. Quant au commandement de la force principale, il décide de le confier au démon mangeur de singes car il n'a pas goûté d'humain vivant depuis longtemps.